Tout le monde pense qu'il n'est qu'un garçon de village sans pouvoir, mais il s'avère être le plus grand roi de l'histoire. Il y a longtemps, un homme nommé Gray est passé du statut d'orphelin à celui de conquérant de la terre entière. Personne ne pouvait lui résister, et ceux qui essayaient étaient impitoyablement effacés de la planète. Cependant, même avec tout le pouvoir du monde, il se sentait insatisfait de sa vie parce qu'il était complètement seul. Puis un jour, il s'est soudainement retrouvé à se noyer dans une mer sans fond, et une voix lui a demandé de chercher la lumière dans sa prochaine vie. Le roi a réalisé qu'il venait de mourir, et l'instant d'après, il a ouvert les yeux dans une pièce faiblement éclairée avec deux inconnus penchés au-dessus de lui. Ils l'ont appelé Arthur et n'arrêtaient pas de se dire à quel point leur fils leur ressemblait, même s'ils n'avaient aucune idée de qui étaient ces gens ni où ils se trouvaient maintenant. Il a alors réalisé qu'il avait été réincarné avec la pleine conscience et les connaissances de sa vie passée. Le grand roi, qui n'est maintenant qu'un nourrisson ordinaire, trouve sa nouvelle vie en tant qu'Arthur incroyablement embarrassante. Il ne contrôle pas très bien son corps, et agir comme un enfant pendant que ses parents lui changent ses couches le remplit de honte. Un jour, Arthur voit son père utiliser la magie pour renforcer son corps afin de labourer leur champ d'un seul coup de poing, puis sa mère le soigner après qu'il se soit blessé. C'est la première chose qui éveille sa curiosité, et il réalise que ce monde n'est pas la Terre parce qu'il y a de la magie. Bientôt, Arthur découvre que son père est un aventurier qui part souvent chasser des monstres avec ses amis. Il comprend que puisque toutes les personnes dans ce monde ont le droit de posséder des armes, cela doit être un endroit dangereux, et il décide de devenir fort le plus rapidement possible pour se protéger. Malheureusement, ce jour est encore loin car pour l'instant, il est toujours un bébé qui s'endort dès que sa mère lui chante une berceuse. Cependant, il surmonte rapidement sa frustration à ce sujet et commence à apprécier ces moments paisibles parce que, dans sa vie passée, il était toujours sous la menace d'assassins qui le ciblaient dans son sommeil. Quelques mois passent, et Arthur commence enfin à ramper dans la maison. Il fait semblant de dormir pour que sa mère le laisse tranquille, puis se faufile dans la bibliothèque de leur maison, où il commence à chercher des informations sur ce monde dans les livres. Il découvre que le continent sur lequel il vit a un pays de nains au sud et un pays d'elfes au nord. Le pays humain est gouverné par un roi, mais contrairement à sa vie passée, le fils du roi devient le nouveau roi dans ce monde, et il n'y a pas de combat à mort pour le trône vacant. Il trouve ensuite un autre livre qui lui parle de la magie, et Arthur réalise que la magie est la raison pour laquelle ce monde est si en retard en termes de science et de technologie. Il apprend qu'environ 1% de la population peut utiliser la magie, et que la capacité magique d'une personne est souvent déterminée par celle de ses parents. Le livre lui dit qu'il existe deux types principaux d'utilisateurs de magie, les premiers sont les augmenteurs, qui utilisent le mana pour renforcer considérablement leurs capacités physiques et combattre comme des guerriers, la deuxième catégorie est celle des conjurateurs, qui peuvent projeter le mana à l'extérieur de leur corps comme des sorciers. Arthur réalise que son père est un augmenteur, mais il pense que sa mère n'est pas une conjuratrice typique à cause de ses pouvoirs de guérison. Il décide d'arrêter de penser à cela et continue à lire les moyens de devenir un utilisateur de magie. Le livre lui dit que pour utiliser la magie, il faut avoir un noyau magique, qui se forme en concentrant le mana à l'intérieur du corps en un seul point. La plupart des gens ne parviennent à cela qu'à la puberté, et il leur faut des années pour créer un noyau de mana solide et utilisable. Arthur, cependant, connaît déjà un concept similaire dans sa vie précédente. Il pouvait manipuler l'énergie interne de son corps, appelée Kai, et former un noyau de Kai à l'intérieur de son corps était exactement comme former un noyau de mana. Arthur commence à concentrer son mana à l'intérieur de son corps, espérant qu'il peut faire le premier pas pour devenir fort dans ce monde, mais juste au moment où il est sur le point de former son noyau de mana, sa mère le trouve et le ramène dans son lit. 2 ans passent en un éclair, et un jour, alors que la mère d'Arthur est occupée à écrire une entrée de journal sur lui, il va dehors pour apprendre l'escrime avec son père. Alors qu'il continue à brandir un bâton de bois comme une épée, sa mère sort, et elle est incroyablement furieuse contre son mari pour avoir appris à leur fils à utiliser une épée alors qu'il vient d'apprendre à marcher. Ce n'est pas une nouveauté pour Arthur, qui a maintenant réalisé que sa mère est le vrai patron de la maison. Sa mère l'emmène aussi occasionnellement dans la ville voisine, et Arthur est toujours heureux d'être là parce que cela lui permet d'en apprendre beaucoup sur ce monde. Il montre de l'intérêt pour tout, des armes aux biens étranges trouvés dans ce monde, mais la chose qui l'intrigue le plus est la magie, et être dans la ville lui donne la meilleure chance de la voir de près. À part ses visites, Arthur mène une vie paisible avec ses parents, et bien qu'il soit mal à l'aise d'être piégé dans le corps d'un nourrisson, il commence lentement à apprécier cette vie tranquille. Ses parents prennent soin de tous ses besoins, et cela lui rappelle son enfance à l'orphelinat dans sa vie précédente, où il souhaitait désespérément avoir une famille, mais ses souhaits ne se sont jamais réalisés. Un jour, Arthur voit son père pratiquer la magie pour renforcer son noyau de mana. Il est vraiment excité de le voir et d'apprendre de lui, mais son père ne parvient qu'à soulever quelques pierres du sol en utilisant son mana. Arthur n'est pas impressionné parce que ramasser les pierres avec ses mains serait plus rapide, mais sa mère vient alors vers lui et lui dit que ce n'était pas le meilleur coup de son père, et qu'il fait mieux à partir du 2e essai.
Le père d'Arthur concentre à nouveau son énergie pour impressionner sa femme cette fois et libère une série d'attaques puissantes qui secouent le sol. Arthur est vraiment impressionné par les compétences de son père cette fois, et sa mère est sûre que lorsqu'il grandira, il deviendra aussi un guerrier fort. Arthur veut essayer de le faire tout de suite, mais sa mère décide de l'emmener faire la sieste. Il passe devant la bibliothèque en chemin, et Arthur supplie sa mère de lui laisser lire les livres. Elle refuse catégoriquement, mais il lui lance un regard innocent et suppliant auquel elle ne peut résister. Finalement, elle le laisse seul avec les livres pendant qu'elle sort rejoindre son mari, et Arthur commence à concentrer tout le mana de son corps pour former son noyau de mana, ce qu'il essaie de faire depuis les 2 dernières années. Il sent qu'il est au bord d'une percée, et soudain, son noyau de mana se forme à l'intérieur de son corps. En conséquence, une puissante explosion souffle la maison, et le père d'Arthur est blessé en essayant de protéger sa femme. Ils paniquent tous les deux en craignant que leur fils soit en danger, mais quand ils entrent, ils ne peuvent pas croire leurs yeux quand ils voient Arthur flotter dans le ciel avec une lueur dorée. Arthur leur fait un sourire suffisant, déclarant qu'il peut enfin utiliser la magie maintenant. Il atterrit et commence à marcher vers eux quand soudain les débris du toit tombent vers lui. Il panique, craignant que ce soit la fin de sa vie, mais ses 2 parents se précipitent vers lui pour le protéger des débris qui tombent. Arthur ne réalise qu'après cela que ses parents ont le devoir de le protéger, mais quand ils se mettent à pleurer, il est confus. Dans sa vie précédente, il n'a jamais rien vécu de tel, et même les parents des autres enfants ne montraient jamais d'autres émotions que la fierté ou la déception. Alors qu'il se demande ce qu'est ce nouveau sentiment, Arthur se met aussi à pleurer, s'accrochant instinctivement à sa mère. Quelques années passent après cela, et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les compétences de combat de son père, Reynold. Lui et son père se font face dans le jardin, où son père essaie de lui donner ses gants précieux, mais Arthur les refuse car il sait qu'il n'a pas assez de force pour les manier à son âge. Il prend plutôt une épée en bois, et son père fait de même. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant de porter 3 attaques consécutives sur son père, mais son père est beaucoup plus fort et bloque facilement chacune de ses attaques. Arthur réalise que son père utilise sa magie pour renforcer les bâtons, alors il décide de faire de même et verse son mana dans son épée en bois. Peu après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris quand l'attaque d'Arthur parvient à briser son bâton en 2. Arthur sourit et affirme que son bois est meilleur que celui de son père, mais son père rétorque que l'endurance compte plus. Quoi qu'il en soit, son père réalise qu'Arthur est un prodige, alors il prend la difficile décision de parler à sa femme d'envoyer Arthur hors de la ville chez un vrai tuteur. Sa mère, Alice, est complètement contre car elle ne veut pas que son doux fils lui soit arraché puisqu'il n'a que 4 ans. Reynold Arg a seulement 4 ans, le bois d'Arthur est beaucoup plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Arthur intervient, affirmant qu'ils devraient tous y aller ensemble. Bien que cela semble être une idée assez stupide, les 2 parents acceptent immédiatement, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore vraiment affecté leur monde. Quelques jours plus tard, les anciens membres du groupe d'Alice et Reynold arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à tous. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adam, le leader, Angela, la femme à la forte poitrine, dure, l'homme d'apparence moyenne, Hélène, l'archer, et Jasmine, la fille pixie maniaque qui semble se méfier d'Arthur pour une raison quelconque. Bientôt, ils décident de se mettre en route, et Arthur apprend que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif comparé au sien, où ils avaient des hérubères pour aller partout. Peu après, ils décident de s'asseoir un peu pour manger, mais cela ne se passe pas très bien quand une bande de loups monstres sort de la forêt à cause de l'odeur de la nourriture. Jasmine bondit immédiatement dans l'action, attrapant 2 dagues et sautant dans le combat, tranchant tout loup qui se présente devant elle, tandis que Reynold, Adam et Hélène tuent d'autres loups avec leurs propres armes. Pendant ce temps, Dur et Angela utilisent leur magie pour détruire complètement les bêtes restantes. Cette nuit-là, ils festoient avec la chair des monstres, et après un moment, Alice remarque que Reynold saigne encore du bras et décide de le soigner. Les autres membres du groupe se lèvent immédiatement de leur position et forment un cercle protecteur autour d'eux, ce qui intrigue Arthur. Mais il apprend bientôt qu'Alice est une mage très spéciale qui a des pouvoirs de guérison, ce qui est extrêmement rare. En raison de sa rareté, Alice est toujours sous la menace d'être capturée, et c'était l'une des raisons pour lesquelles ils sont partis à la campagne pour rester sous les radars. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans aucun problème, mais après cela, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement pendant qu'Adam enveloppe la pointe acérée de sa lance avec un tissu pour éviter tout dommage. Ils se préparent pour la séance de sparring et chargent leurs armes avec du mana, mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier mouvement en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam avant de disparaître et de réapparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et bientôt ils sont engagés dans un intense échange. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment,
Il est projeté en l'air à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol pendant que les autres membres de l'équipe commencent à gronder Adam d'être allé trop loin contre un si petit garçon. Adam essaie de se défendre en affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, quant à elle, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les 2 jours suivants passent vite alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort et s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe, apprenant les techniques de lance avec Adam, les pompes avec Reynolds, le tir à l'arc avec Hélène, et la course comme Usain Bolt avec Jasmine, qui semble avoir pris un certain goût pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour une fête Didi en lui offrant une petite épée avec de l'huile pour bébé dessus, mais sa mère ne veut pas qu'Arthur soit cuit, alors elle l'appelle. Bientôt, ils reprennent leur voyage dans les chariots quand soudain, ils sont obligés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une pluie de flèches vole vers eux, et Arthur réalise immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Dur et Adam sautent immédiatement devant les chariots tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour repousser toutes les flèches qui viennent vers eux. Arthur jette un coup d'œil dehors pour découvrir qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous les côtés. Le chef des bandits, Lay, ordonne à ses sbires de ne pas blesser Alice et Arthur et de se débarrasser de tous les autres puisqu'ils peuvent être vendus pour une somme élevée. Les bandits crient tous en accord et sautent dans la zone de combat, où ils commencent à se faire cuisiner par Reynolds et son groupe. Un par un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits un par un, et Arthur sait que son groupe est beaucoup plus fort individuellement, mais le problème commence à apparaître quand les bandits essaient de les submerger par le nombre. Les membres du groupe commencent à s'épuiser à force de combattre constamment tandis que le chef des bandits affronte Reynolds en 1 contre 1 et le projette dans le chariot où se trouve Arthur. Le chariot est détruit alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds, mais il lui dit de ne pas utiliser sa magie car cela aggraverait la situation. Il se relève et dit à Arthur d'emmener sa mère quelque part en sécurité pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et affirme qu'il est assez fort pour gérer ses sbires, mais son père lui crie d'utiliser cette force pour protéger sa mère puisqu'elle a un enfant dans son ventre. Arthur se demande quand ils ont eu le temps de faire ça, mais décide tout de même de s'enfuir avec Alice. Le chef des bandits essaie de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque à nouveau, le forçant à se défendre. Arthur continue de courir mais se retrouve bientôt bloqué par de multiples ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels, et ils parviennent à éliminer tous les bandits sur son chemin un par un. Arthur les remercie pour leur aide et continue à courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère à l'abri tandis qu'il subit le gros des dégâts, le propulsant en l'air et au-dessus de la falaise. Il décide qu'il ne va pas mourir seul et lance son couteau attaché à une corde vers son agresseur, l'entraînant aussi dans sa chute. Dur et Angela essaient immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur tandis que sa mère crie son nom avec les yeux pleins de larmes. Mais pendant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est ça le bonheur quand soudain des larmes se forment dans ses yeux alors qu'il réalise qu'il allait être un grand frère, mais que cette vie lui a été arrachée. Alors qu'Arthur ouvre les yeux après sa chute, il constate qu'il est toujours en vie. Il se demande où il est quand soudain, le sol sous lui commence à trembler alors que quelque chose d'énorme s'approche de lui. Arthur essaie de se lever pour voir ce qui arrive, et il est terrifié par un démon effrayant qui l'appelle par son nom. Arthur a peur du démon, mais c'est un homme qui ne se rendra pas sans se battre. Il bondit sur le démon pour l'attaquer mais est repoussé doucement. Alors qu'il se relève, le démon lui dit qu'il a encore beaucoup à apprendre et lui assure qu'elle est une amie. Arthur ne comprend pas ce qui se passe, et puis le démon commence soudainement à cueillir des fruits pour lui. Elle dit à Arthur qu'il doit manger avant qu'il ne puisse commencer à parler parce qu'elle ne répondra à aucune question autrement. Arthur n'a d'autre choix que de dévorer les fruits, puis il demande au démon si ses parents vont bien. Elle lui montre une scène de la route où ses parents et leurs amis ont combattu les bandits, et elle est couverte des corps sans vie des bandits. Le démon dit à Arthur que tous ceux qu'il connaît sont en vie et qu'ils ont continué leur voyage en sécurité il y a des jours. Arthur est ému aux larmes en entendant cela, le soulagement inondant son cœur. Il demande ensuite au démon son nom pour la remercier correctement, et elle se présente comme Sylvia. Quelques jours passent avec Arthur toujours dans la grotte de Sylvia, mangeant les fruits pour survivre pendant que ses blessures guérissent. Il veut rejoindre ses parents le plus vite possible, mais Sylvia lui dit que ce n'est pas si simple parce qu'il devra traverser la forêt, remplie de monstres dangereux et de hors-la-loi. Cependant, elle a un autre moyen de réunir Arthur avec sa famille, mais cela implique de créer un trou dans le tissu spatio-temporel et prend beaucoup de temps. Arthur comprend cela, et pendant que Sylvia prépare le trou dans l'espace et le temps, il continue à s'entraîner. Il comprend maintenant que même si Sylvia ressemble à un démon, elle est vraiment gentille et, plus que ça, elle tient particulièrement à lui. Un jour, alors qu'Arthur travaille sur son noyau de mana, Sylvia décide de lui apprendre une astuce que les humains ne connaissent pas. Elle rassemble du mana de l'air et forme une boule dans sa main, surprenant Arthur, qui n'a jamais rien vu de tel auparavant.
Sylvia lui dit que la plupart des humains pensent qu'ils ne peuvent que rassembler du mana ou l'utiliser, mais que dans la nature, de nombreuses créatures peuvent faire les deux en même temps. Elle propose d'apprendre l'astuce à Arthur, mais avant cela, elle veut savoir ce qu'il fera une fois qu'il sera plus fort après l'avoir apprise. Arthur réfléchit longuement à cela et déclare qu'une fois plus fort, il tuera tous ceux qui essaieront de nuire à son peuple, mais Sylvia n'aime pas cette réponse et le repousse. Arthur est énervé par cela, mais Sylvia lui dit qu'il a échoué à son test parce qu'elle n'enseignera pas à quelqu'un avec de telles tendances violentes et dérangées. Arthur est confus parce que la seule chose qu'il a apprise dans sa vie passée est qu'on devient plus fort pour tuer ses ennemis. Cependant, quand Sylvia lui demande s'il aime penser à la violence tout le temps, Arthur reste silencieux. Sylvia lui dit alors qu'il y a d'autres façons d'utiliser la force en dehors de la violence, et qu'elle ne voudrait pas qu'il gaspille sa vie dans la rage et la violence. Ces mots touchent une corde sensible chez Arthur, et il a l'impression que Sylvia sait tout de sa vie passée. Elle répète alors sa question initiale et demande ce qu'il fera une fois plus fort, et cette fois Arthur répond qu'il protégera les gens qui lui sont chers. Sylvia est satisfaite de cette réponse et commence à apprendre à Arthur comment utiliser la magie tout en la rassemblant directement de son environnement. Arthur l'apprend très rapidement aussi, mais alors qu'il court pour montrer à Sylvia qu'il peut le faire, elle le frappe contre le mur de la grotte et l'ensevelit sous des rochers. Arthur est confus, mais Sylvia lui parle par télépathie et lui dit de ne pas faire de bruit. Quelques instants plus tard, un autre démon, comme Sylvia, arrive et lui dit de revenir avec lui. Elle refuse de l'accompagner, alors le démon lui lance une boule d'énergie. Arthur est inquiet, mais Sylvia l'assure qu'elle ira bien. Elle se relève pour combattre à nouveau et libère toute sa puissance, brisant son corps de démon et se transformant en un dragon blanc. Elle tire alors un hyperrayon sur le démon, qui parvient à peine à le bloquer. Il la prévient qu'utiliser un tel pouvoir lui coûtera cher, mais Sylvia lui dit qu'elle n'a aucun regret dans sa vie. Le démon annule son attaque et la bombarde de ses boules d'énergie sombre, dont certaines touchent la grotte. Sylvia est distraite en essayant de confirmer la sécurité d'Arthur, et le démon décide de l'assommer avec une grosse attaque. Sylvia réalise qu'Arthur sera en danger à cause de cela, alors elle décide de tout risquer pour qu'il puisse s'échapper. Elle utilise tout son pouvoir pour arrêter le temps et appelle Arthur dehors, lui disant qu'il doit rentrer chez lui maintenant. Elle ouvre un trou dans l'espace et le temps, lui disant qu'il ne l'amènera pas directement à sa famille, mais qu'il est maintenant assez fort pour survivre seul pendant qu'il les cherche. Arthur réalise que Sylvia se sacrifie pour lui, et son cœur se brise à cause de cela. Mais elle lui fait promettre d'utiliser son pouvoir pour protéger les gens qu'il aime. Elle lui donne ensuite des cadeaux d'adieu sous forme d'un œuf de cristal et d'une plume, lui demandant d'en prendre soin. Après cela, elle embrasse Arthur, et soudain, des tatouages dorés apparaissent sur ses deux bras. Sylvia lui dit qu'il en apprendra la signification et le but le moment venu, mais pour l'instant, c'est l'heure des adieux. Elle lui dit ensuite qu'elle n'avait pas vraiment besoin de tout ce temps pour préparer un portail pour le renvoyer chez lui, et qu'elle a retardé le processus exprès parce qu'elle a apprécié les quelques jours passés avec lui. Arthur se met à pleurer en entendant cela, puis il réalise qu'il n'est pas assez fort pour la protéger maintenant, même s'il a promis de protéger tous ceux qu'il aime. Sylvia lui dit que leur promesse ne s'applique pas dans cette situation et lui dit de se dépêcher. Il lui dit qu'il se moque qu'elle soit un dragon ou un démon parce qu'elle est sa famille, et qu'il n'abandonne jamais sa famille. Sylvia dit à Arthur qu'il a déjà une maman, alors il décide de l'appeler grand-mère, et le dragon se met à pleurer en entendant cela. Elle pousse alors Arthur vers le portail, et il prend l'œuf et la plume avec lui. Mais alors qu'il entre dans le portail et se retourne pour dire un dernier au revoir à Sylvia, il se sent entraîné. Une fois qu'il est parti, Sylvia libère son pouvoir et remet le temps dans la grotte à la normale, recevant immédiatement l'attaque du démon. Elle tombe au sol, mais alors qu'il s'approche d'elle, confiant dans sa victoire, Sylvia le surprend en le frappant de toute sa puissance à bout portant. D'un autre côté, Arthur voyage à travers le portail, où il entend à nouveau la voix de Sylvia. Elle lui dit qu'il est normal d'être triste, mais qu'il devrait travailler dur pour transformer cette tristesse en bonheur un jour. Arthur lui dit qu'il ne peut pas le faire, mais Sylvia dit qu'elle sait qu'il peut le faire parce qu'il était le roi le plus fort de l'histoire. Arthur est choqué d'entendre qu'elle connaît sa vie précédente, et il veut demander à Sylvia si c'est elle qui l'a amené dans ce monde, mais avant qu'il ne puisse le faire, il sort du portail. Après avoir fini de pleurer Sylvia, Arthur se lève et place l'œuf de cristal dans sa besace. Il regarde autour de lui et constate qu'il est dans une forêt dense pleine de dangers. Soudain, il entend une fille crier au loin, et il bondit à travers les arbres pour la chercher. Il trouve bientôt un groupe de bandits en train de kidnapper une fille elfe et de discuter de combien d'argent ils pourraient obtenir en la vendant à l'île d'Epstein. Cela lui rappelle le moment où son groupe a été attaqué par des bandits, et ils avaient prévu de faire la même chose avec lui. Il devient furieux en voyant l'elfe se faire kidnapper, mais suivant sa promesse à Sylvia, il ne laisse pas sa rage le consumeur. Au lieu de cela, il décide de suivre les bandits car ils le mèneront sûrement à la colonie humaine la plus proche. Le soir, lorsque les bandits font une pause, il commence à parler de s'amuser avec la fille avant de la vendre, et c'est là qu'Arthur tire la ligne.
Il commence à rassembler du mana pour s'occuper de ses fichiers PDF, puis remarque qu'il contrôle des monstres sauvages à l'aide de colliers magiques. Il lance des noix aux bêtes, ce qui les alerte et les fait hurler bruyamment. Les bandits paniquent car cela pourrait attirer toutes sortes de monstres vers eux, et l'un d'eux se précipite immédiatement pour les battre et les soumettre. Arthur attendait ce moment, et il crée une lame de mana autour de sa main avant de passer derrière le bandit et de le trancher. Il vole le couteau du bandit, et juste à ce moment, un autre homme arrive à sa recherche. Arthur le tue avant qu'il ne puisse faire un bruit, mais il réalise que son corps manque d'endurance pour bouger autant. Avant même qu'il ait le temps de se reposer, un troisième bandit vient chercher ses amis, et Arthur l'attaque immédiatement. Cependant, il ne peut que blesser sa jambe, et le bandit appelle son ami, lui disant de faire attention car ils ont un jeune mage avec eux. Le quatrième bandit s'excite car les utilisateurs de magie d'un si jeune âge sont rares, et il peut obtenir beaucoup d'argent en le vendant. Il décide de ne pas le blesser et pose son épée pour utiliser la magie à la place. Il bondit alors sur Arthur avec ses griffes imprégnées de magie qui écrasent le sol sous eux. Arthur esquive tant bien que mal l'attaque et tente de donner un coup de pied au bandit, mais ce dernier est plus rapide que lui. Arthur lui lance le couteau avec un fil attaché au bout, mais le bandit expérimenté l'attrape rapidement et se précipite vers lui. Il donne un coup de pied assez puissant pour le faire tomber et le tient ensuite à l'envers. Mais alors, Arthur utilise la magie du feu sur sa jambe, forçant le bandit à le lâcher. Avant que le bandit ne puisse se remettre, Arthur lui lance à nouveau le couteau, et cette fois, il le fait tourner autour de son cou pour qu'il ne puisse pas esquiver la lame lorsqu'elle transperce son front. Arthur s'occupe ensuite du dernier bandit et libère l'elfe, qui lui rappelle quelqu'un de son passé. Il sort rapidement de son souvenir et dit à la fille qu'elle est libre de rentrer chez elle maintenant, mais elle s'inquiète en voyant ses blessures. Arthur lui dit que ce n'est rien de grave et recouvre les corps pour que la fille ne voie pas cette vision horrifiante. Elle est toujours curieuse à leur sujet, alors il lui dit qu'ils ont eu un accident et qu'ils ne la dérangeront plus. Arthur trouve ensuite des bagages dans la carriole et dit à la fille de rentrer chez elle maintenant, mais elle attrape sa main car elle a peur. Elle le supplie de l'emmener avec lui, et il décide d'avoir pitié d'elle et lui permet de l'accompagner. Il se tourne ensuite vers les monstres asservis et décide de les libérer de leur misère car il ne semble pas être une bonne idée de les libérer. L'elfe, quant à elle, décide de libérer les loups à cornes car les elfes respectent toutes les formes de vie, et si elle ne libère pas les monstres, ils mourront. Arthur la met en garde contre cela, mais elle est sûre que les monstres ne les attaqueront pas. Elle les libère, et les monstres partent effectivement pacifiquement, ce qui émerveille Arthur quant à la connexion de la fille avec la nature. Après cela, il décide de la ramener chez elle, et alors qu'il s'arrête pour faire une pause, il apprend qu'elle s'appelle Tesha. Il cuisine un peu de nourriture et lui dit de manger même si elle n'a pas faim car cela l'aidera à reprendre des forces, et ces mots lui rappellent Sylvia. Quoi qu'il en soit, il remarque que Tesha chipote avec la nourriture car elle n'est pas bonne et demande à manger quelque chose de sucré. Arthur pense qu'il devrait apprendre d'elle à faire semblant d'être un enfant normal car elle est la première enfant de son âge qu'il ait jamais rencontrée. Tesha lui demande ensuite ce qu'il fait ici, et Arthur lui dit qu'il a été séparé de ses parents. Ils continuent leur voyage pour trouver le village des elfes, et cela prend beaucoup plus de temps qu'Arthur ne le souhaitait. Tesha ne cesse de lui parler de son village, et Arthur apprend que la vie des elfes est très différente de celle des humains. Soudain, il sent un loup à cornes les suivre, et il décide de le tuer. La nuit, il dit à Tesha de dormir dans la tente pendant qu'il monte la garde à l'extérieur, puis il commence à regarder l'œuf de cristal que Sylvia lui a donné. Alors qu'il se demande ce que c'est réellement, Tesha l'appelle, lui demandant de venir dans la tente. Elle promet qu'elle gardera le secret vis-à-vis de sa famille qu'il a dormi avec elle, mais Arthur lui dit qu'il est bien à l'extérieur. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que Tesha a peur d'être seule dans la tente, et il décide de faire droit à sa demande et entre dans la tente. Là, Tesha accuse tous les humains d'être des pervers qui ont plusieurs femmes, et Arthur aimerait que ce soit vrai. Il demande à Tesha qui lui a dit ça, et elle lui répond que c'était son grand-père. Arthur nie ces allégations, disant que seuls les nobles ont assez d'argent pour avoir plusieurs femmes, mais Tesha s'endort en plein milieu de sa réponse. Le lendemain, ils reprennent leur voyage, et Tesha commence à se sentir de plus en plus à l'aise avec Arthur. Il est secrètement agacé par cela car il veut se dépêcher de retrouver sa famille, et puis un autre problème survient. Il commence à ressentir une douleur aiguë dans son noyau de mana qui le rend si faible qu'il ne peut même pas marcher, et Tesha court dans la forêt pour trouver des herbes qui pourraient le soigner. Alors qu'Arthur est assis seul, essayant d'endurer la douleur, le loup à cornes qu'il a libéré plus tôt s'approche de lui. Arthur panique, pensant que le monstre a choisi de l'attaquer lorsqu'il est à son plus faible, et juste à ce moment, Tesha revient avec les herbes. Il lui dit de rester à l'écart car le monstre est là pour les attaquer, mais au lieu d'attaquer, le monstre laisse un sanglier mort sur le sol et retourne dans la forêt. Arthur est vraiment confus par cela, mais Tesha lui dit avec excitation que la bête voulait le remercier d'avoir sauvé sa vie. Manger la viande de sanglier fait du bien à Arthur, et ensuite Tesha lui dit qu'elle n'a trouvé aucune herbe, mais qu'elle a trouvé des champignons que les femmes de son village mangent tout le temps. Arthur les mange sans trop réfléchir, mais ensuite il a une grave diarrhée. Après cela,
Ils retournent tous les deux dans la tente, et Tésha commence à raconter à Arthur les histoires des royaumes humains et nains qu'elle a entendus de son grand-père. Elle dit qu'elle aimerait vraiment voir ces royaumes, mais apparemment, ils sont pleins de mauvaises personnes, donc elle ne peut pas y aller, et les étrangers ne sont pas autorisés dans le village elfe. Arthur n'entend que la moitié de ce qu'elle dit car la fatigue le rattrape, et il s'endort. Le lendemain, la douleur d'Arthur revient, mais il l'endure tant bien que mal car le village elfe est proche. Tésha dit à Arthur qu'ils sont déjà amis maintenant, mais il ne sait pas comment répondre à cela car il n'a jamais eu d'amis, et les choses deviennent gênantes entre eux. Arthur commence à se souvenir de la personne la plus proche d'une amie qu'il ait eue dans sa vie précédente et comment il l'a tuée quand, soudain, Tésha se met à crier d'excitation en voyant la porte du village elfe. Arthur est choqué de la voir, mais Tésha lui tend la main, lui disant de venir avec elle. Il prend sa main et se rend au village elfe, où un groupe de gardes arrive immédiatement, sentant un intrus. Arthur ne comprend même pas ce qui se passe lorsque les gardes l'arrêtent, et en voyant le regard indifférent de Tésha, il se demande ce qui va lui arriver maintenant. Alors qu'Arthur voit Tessia rester silencieuse malgré ses supplications, il réalise qu'il a été trop prompt à lui faire confiance, même si elle l'a appelé son ami dans la forêt. Arthur pense que les mots n'ont aucune importance dans des situations comme celle-ci. Il panique, pensant qu'il aurait dû être plus prudent, et les soldats elfes dégainent leurs armes pour le tuer. Tessia passe immédiatement à l'action en comprenant ce qui se passe et demande aux gardes d'arrêter. Ils lui disent qu'Arthur est un humain dangereux et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'il ne leur fasse du mal. Tessia leur explique qu'Arthur est son ami qui l'a sauvé, mais le garde refuse de la croire. Au lieu de cela, il accuse Arthur d'avoir lavé le cerveau de Tessia. Soudain, une voix puissante lui ordonne de se taire, un portail apparaît devant eux, et un vieil elfe en sort, ordonnant aux soldats de libérer le garçon immédiatement. Alors que Tessia va voir Arthur, elle s'en prend aux soldats pour l'avoir menacé, mais le vieil elfe, qui est son grand-père, lui dit que leur réaction était justifiée, étant donné qu'un humain était entré dans leur royaume avec la princesse disparue. L'elfe se présente alors comme Virion, l'ancien roi des elfes, et remercie Arthur d'avoir sauvé sa petite fille ainsi que la princesse de leur royaume. C'est une nouvelle pour Arthur, et il a du mal à croire que cette idiote est une princesse, mais elle lui adresse un sourire suffisant. Virion lui demande si elle n'a pas informé son ami de son statut royal, et bien que Tessia affirme l'avoir fait, Arthur peut parier que ce n'est pas vrai. Juste à ce moment, ses parents arrivent, et Tessia se précipite dans leurs bras. Son père regarde Arthur et, comme tout autre elfe raciste, ordonne aux soldats de le tuer immédiatement. Mais Virion explique que, bien qu'étant un humain, Arthur a sauvé Tessia et l'a ramené chez elle. Tessia prend également sa défense et force son père à laisser Arthur venir dans leur château. Virion dit à Arthur qu'ils doivent discuter plus tard, et il ressent une puissance mystérieuse émanant du vieil elfe. Sur ce, Tessia saisit la main d'Arthur et commence à courir à travers la ville. Il est émerveillé par ce qu'il voit, mais les elfes continuent de le regarder avec colère et haine en raison de leur longue histoire de guerre avec les humains. Arthur n'est pas concerné par cela, mais il est troublé par l'expression froide sur le visage de Tessia lorsqu'il a demandé son aide pour la première fois. Il est également perplexe face à la douleur dans sa poitrine et décide d'être plus prudent à l'avenir. Bientôt, ils atteignent le château, et Tessia demande à toutes les servantes de servir Arthur avec tout ce qu'elles ont. Elle commence à planifier son séjour chez elle, mais Arthur estime qu'il devrait d'abord raconter leur voyage à ses parents. Il l'autorise à leur parler, mais Tessia lui offre une place à table et commande du thé et des collations avant qu'il ne puisse continuer. Arthur se demande s'il est approprié qu'un humain reçoive un tel traitement, puis le père de Tessia, Alduin, se présente ainsi que sa femme, Merial. Arthur se présente correctement et les salue, et Alduin est assez impressionné par ses manières malgré son humble origine. Sur ce, Arthur commence à raconter comment il a sauvé Tessia des marchands d'esclaves, et sa famille est furieuse en entendant cela. Ils se mettent à maudire les humains pour ça aussi, mais Arthur leur dit de maudire la profession et non la race. Virion lui demande comment il a libéré Tessia des marchands d'esclaves, et Arthur révèle qu'il est un mage. Le roi a du mal à croire qu'il ait pu vaincre les marchands d'esclaves, et les soldats elfes sont encore plus sceptiques. Ils accusent Arthur d'avoir une fois de plus trompé Tessia, mais Virion leur ordonne de se tenir à distance jusqu'à nouvel ordre. Tessia intervient également en soutien à Arthur, racontant ce qu'elle a entendu les méchants dire. Sa mère l'étreint pour la réconforter, puis son père dit à Arthur qu'il croit son histoire. Arthur demande alors à Alduin de le renvoyer à sa famille en guise de remerciement pour avoir sauvé sa fille, mais ce dernier qualifie cette demande d'inraisonnable. Il dit qu'il ne veut pas aider les humains barbares, mais Arthur réplique que s'il agit ainsi, il se comportera lui-même comme un barbare. Alduin est coincé en entendant cela, mais il refuse toujours d'aider Arthur. Soudain, Tessia se met à le fixer pour le faire céder émotionnellement. Alduin cède rapidement et dit à Arthur que normalement, la porte vers le royaume humain ne s'ouvre qu'une fois tous les 7 ans, mais qu'ils ne peuvent pas le garder ici si longtemps, alors il enverra des soldats pour l'escorter chez lui. Arthur est ravi d'entendre cela, mais soudain, la douleur dans sa poitrine revient avec une intensité jamais vue. Il endure tant bien que mal la douleur toute la journée, et la nuit venue, il se rend sur le balcon de sa chambre pour prendre l'air.
Il voit Tessia jouer joyeusement avec ses parents dans une pièce voisine, et cela lui rappelle ses propres parents. Arthur se demande s'ils vont bien, même s'il pense qu'ils sont assez forts pour survivre à l'attaque des bandits. Il lui manque, et il se demande s'ils seront aussi heureux de le revoir que les parents de Tessia le sont en ce moment. Plus il pense à eux, plus il est malheureux, et Tessia le remarque. Elle court immédiatement vers lui et s'excuse au nom de sa famille pour la rudesse de tous envers lui. Arthur répond que ce n'est rien, puis taquine Tessia en lui disant qu'elle devrait retourner auprès de sa famille pour être gâtée comme jamais. Tessia est offensée par cela et lui dit que ses parents le traiteront de la même manière une fois qu'il sera de retour, ce qui inquiète encore plus Arthur. Il cherche une validation auprès de Tessia, demandant si ses parents seront vraiment heureux de le revoir malgré tout. Tessia lui attrape soudain le visage, lui disant qu'il est évident que ses parents lui manqueront plus qu'il n'est pas avec eux. Elle lui dit qu'elle commence déjà à lui manquer parce qu'il va bientôt rentrer chez lui, et Arthur reste sans voix. Juste à ce moment, les pétales lumineux d'une fleur, semblables à des lucioles, commencent à flotter dans l'air, et tous deux sont subjugués par leur beauté. Soudain, Arthur se souvient du regard froid de Tessia, et il se demande si quelque chose n'allait pas chez elle à ce moment-là ou s'il a imaginé des choses. Il décide de ne plus y penser et de profiter de l'instant présent, quand soudain, il sent une attaque dirigée vers Tessia. Il bloque rapidement l'attaque et se précipite vers l'attaquant, pour découvrir que c'est Virion. Arthur s'en prend au vieil elfe, lui demandant s'il voulait tuer sa petite fille, mais Virion lui demande s'il peut vraiment tuer quelqu'un avec des pétales. Arthur ouvre les mains et y trouve des pétales lumineux, puis Virion le félicite pour avoir bloqué l'attaque et réagit immédiatement. Il est maintenant sûr qu'Arthur a bien combattu les marchands d'esclaves, mais Tessia se met en colère car elle pense que son grand-père intimide son ami. Cependant, Virion la rassure en disant qu'il ne compte intimider personne et qu'il trouve simplement Arthur très intéressant. Il invoque une petite épée en bois et la donne à Arthur pour tester ses compétences avant de poser des tests sur la pelouse. Virion fait signe à Arthur de commencer, et ce dernier charge immédiatement vers lui. Il essaie de frapper le vieil elfe mais se rend compte qu'il est très rapide, malgré tous ses efforts pour augmenter sa vitesse avec la magie, il ne parvient pas à toucher Virion une seule fois. Le vieil elfe bloque alors une de ses attaques, brisant son épée dans la foulée. Un morceau de l'épée vole droit vers Tessia, et Arthur lance le manche pour le dévier. Virion est impressionné par son adresse, et profitant de cette occasion, Arthur décide de le vaincre en utilisant une explosion corporelle. Cependant, Virion la bloque purement par instinct. Arthur n'est pas prêt à abandonner et charge à nouveau, le frappant au front. Virion est vraiment impressionné qu'Arthur ait réussi à le toucher une fois, et il lui dit de se préparer pour le deuxième round, mais Tessia l'attaque soudainement par derrière et lui ordonne d'arrêter de maltraiter son ami. Virion lui dit qu'il ne maltraitait personne et que, s'il se retenait, c'est Arthur qui le maltraiterait. Arthur pense que le vieil homme ne croit pas vraiment ce qu'il dit, mais il le remercie poliment de le surestimer. Virion lui répond qu'il ne le surestime pas, et s'il est vraiment reconnaissant, il devrait devenir son élève. Arthur est choqué par cette offre qui sort de nulle part, et il explique à Virion qu'il ne peut pas rester ici car ses parents s'inquiéteront. Le vieil elfe répond qu'il existe un moyen d'informer ses parents qu'il est en sécurité ici, et avant qu'Arthur ne puisse même poser des questions, la douleur dans sa poitrine revient, le faisant tomber à genoux. Virion l'avait déjà remarqué auparavant, et il est maintenant certain qu'Arthur a hérité d'une volonté de bête. Il dit au garçon de devenir son élève, ou il perdra la vie avant même d'avoir la chance de revoir ses parents. Plus tard dans la nuit, alors qu'Arthur dort, il ressent soudain la même douleur aiguë dans sa poitrine. Il essaie de la maîtriser, mais la douleur ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'elle déchire son corps et se matérialise devant lui. Arthur ouvre les yeux et voit une silhouette sombre se dresser menaçante au-dessus de lui. Il a instinctivement peur du monstre obscur, mais au fond de lui, il commence à l'analyser comme un thérapeute. Il se demande si le monstre est la personnification de son anxiété ou de ses lourdes responsabilités et se met à crier alors que le monstre s'approche de lui, mais il entend alors Tessia lui dire de se réveiller. Lorsqu'Arthur se réveille de ce cauchemar, il voit Tessia assise sur lui souhaitant joyeusement bonjour. Arthur ne veut pas voir son visage agaçant dès le matin et lui dit de le laisser tranquille car il n'a même pas pu dormir correctement à cause du monstre dans ses rêves. Il essaie de se rendormir, mais Tessia se met en colère, pensant qu'il l'a traité de monstre. Elle lui dit de se réveiller parce que son grand-père l'attend. Elle le tire hors du lit, et Arthur n'a d'autre choix que de se préparer. Tessia lui demande alors s'il compte vraiment rester avec elle, et il répond qu'il n'est pas encore sûr, mais que Virion a quelque chose à lui montrer qui pourrait le faire changer d'avis, et Arthur veut prendre sa décision après cela. Peu après, Arthur et Tessia sortent, où le roi Aldouin essaie de convaincre Virion qu'un humain ne peut pas être autorisé à rester dans le royaume des elfes. Cependant, Virion n'écoute pas ses arguments et monte dans son carrosse, disant qu'il aime bien Arthur et que c'est tout. C'est alors que Tessia intervient avec son mélodrame habituel, « Arthur m'a sauvé la vie », mais son père lui dit de se taire car il ne s'agit plus d'elle. Virion lui dit alors de se taire à son tour et invite les jeunes à monter dans son carrosse. Ensemble, ils partent voir un ami du vieil elfe. Virion et Tessia commencent à méditer dans le carrosse, et Arthur s'ennuie,
Alors il demande à Virion combien de temps durera le trajet. C'est alors que Tessia s'endort et tombe sur son épaule. Virion explique qu'elle s'est levée tôt aujourd'hui pour les accompagner. Il ajoute que, comme Tessia est l'unique héritière du trône royal, elle n'a jamais eu de vrais amis de sa vie. Elle ne fait pas facilement confiance aux gens et cache ses émotions à la plupart, mais elle est vraiment à l'aise avec Arthur. Virion le remercie pour cela, car quand Tessia est avec lui, elle sourit librement. Arthur est impressionné que Virion soit si humble qu'il puisse remercier un enfant, et cela lui donne confiance dans le vieil elfe. Bientôt, leur carrosse s'arrête devant une maison isolée de la société, et Arthur est curieux de voir l'homme qui peut faire voyager l'ancien roi jusqu'à chez lui. Soudain, Virion marche vers la porte et la frappe du pied, criant à son ami de sortir. Il se rapproche pour voir si quelqu'un arrive, mais son ami ouvre la porte directement sur son visage et lui dit d'arrêter de crier. Virion la présente alors comme Rhynnia, son vieil ami et une sorcière aux compétences uniques. Il explique qu'elle peut aider Arthur avec ses pouvoirs, et elle leur dit à tous d'entrer pour commencer immédiatement. La maison de Rhynnia est remplie de livres, et Arthur se demande comment une intello comme elle va l'aider. Il dit que grand-père Virion lui a dit qu'elle a un sort qui peut l'aider à contacter ses parents, et Rhynnia rit, disant à Virion qu'il est très doux avec l'enfant. Elle explique alors à Arthur qu'elle est une biche, ce qui signifie qu'elle peut voir le passé et le futur. Elle active ses pouvoirs et découvre qu'Arthur est si spécial qu'elle ne peut pas voir son vrai passé. Cependant, elle sait qu'il n'est pas là pour une prophétie, mais pour revoir ses parents et leur dire qu'il va bien. Arthur confirme, et Rhynnia lui dit alors d'imaginer ses parents aussi clairement que possible tout en se penchant sur un seau d'eau. Arthur concentre toutes ses cellules cérébrales pour imaginer ses parents devant lui. Pendant ce temps, ses parents déjeunent dans leur nouvelle maison en ville. Alice prépare un ragoût et le sert à Reynolds en disant qu'Arthur adorait aussi ce plat. Elle devient soudain triste et nostalgique, car c'est l'anniversaire d'Arthur aujourd'hui, et il n'est plus avec eux. Elle se souvient à quel point elle était dévastée le jour où il a sauté de la falaise, et Reynolds se rappelle aussi qu'il s'est saoulé après avoir perdu son fils, car il pensait que c'était de sa faute. Heureusement, ses amis étaient là pour l'aider à s'en sortir. Plus tard, ils sont arrivés en ville, et les membres de leur groupe leur ont dit au revoir en rentrant chez eux. Reynolds est devenu soldat pour gagner sa vie et a acheté une maison en ville. Lui et Alice essaient de vivre normalement maintenant, même s'ils s'ennuient beaucoup d'Arthur. Ils sont émus en pensant à lui, mais soudain, ils entendent la voix d'Arthur les appeler. Ils se lèvent tous les deux, surpris, et Arthur leur dit que ce n'est pas à cause des champignons magiques dans le ragoût et qu'il leur parle vraiment. Il leur dit qu'il est vivant et en bonne santé et qu'il vit actuellement dans le royaume des elfes. Il explique qu'il utilise un sort magique spécial pour les contacter et que, même s'il veut vraiment rentrer chez lui, il ne peut pas le faire maintenant. Arthur révèle que quelque chose ne va pas avec son corps et qu'il a besoin d'un traitement, mais il promet qu'une fois le traitement terminé, il rentrera en courant. Ses parents sont émus aux larmes en apprenant qu'il est vivant, et Arthur leur dit de prendre soin d'eux jusqu'à la prochaine fois où ils pourront parler. Ils s'embrassent, et Arthur leur dit qu'il les aime vraiment. Il se met à pleurer, et alors que ses larmes tombent dans le seau, sa concentration, ainsi que le sort de Rhynnia, se brise. Une fois cela terminé, Arthur se calme et demande à Virion de l'accepter comme son élève. Bientôt, ils arrivent au palais, et Virion ordonne à son fils de déclarer qu'Arthur sera son élève. Alduin n'est pas sûr de cela, mais Virion déclare qu'il prendra l'entière responsabilité en cas de problème causé par Arthur. Alduin et sa femme cèdent devant sa décision ferme et accueillent officiellement Arthur dans leur royaume. Ils s'excusent même de ne pas l'avoir aussi bien traité qu'ils auraient dû plus tôt, et Arthur réalise que le roi des elfes ne peut toujours pas s'opposer à son père. Il est heureux de l'apprendre et serre la main d'Alduin, acceptant son accueil. Soudain, Tessia les interrompt, disant à son père que s'il accepte vraiment Arthur comme invité, il devrait le laisser jouer dehors avec elle car elle veut lui faire visiter la ville. Il ne peut pas lui dire non, et bientôt, Tessia entraîne Arthur à travers le marché, lui parlant des différents types de nourriture qu'ils vendent. Arthur percute accidentellement un jeune elfe blond et s'excuse immédiatement, mais le petit raciste de merde le traite de dégoûtant et dit qu'il a maintenant des germes humains sur lui. Il commence à faire des manières devant Arthur sans raison et dit que ça ne change rien qu'il ait été accepté par Virion, car il restera toujours un étranger. Arthur ne comprend pas le problème de ce type, et bientôt, d'autres enfants lui disent aussi de retourner dans le royaume humain. Tessia lui dit de ne pas faire attention aux racistes, mais Arthur se sent un peu espiègle. Le garçon blond, fait, lui donne l'occasion de se venger en étalant son statut noble et en demandant à Tessia de le laisser l'accompagner au lieu d'un humain. Bien que Tessia refuse son offre, Arthur agit immédiatement comme s'il connaissait le nom de Fay et le fait qu'il soit un personnage important, mais il prononce délibérément son nom incorrectement et fait preuve d'une humilité sarcastique, l'énervant. Fay ne laisse pas passer ça et jette son mouchoir par terre, défiant Arthur en duel. Tessia essaie de l'arrêter, disant que même s'il est un noble, il ne sera pas épargné s'il cause des problèmes avec l'élève de son grand-père. Fay lui dit que son père lui a appris à ne jamais laisser quelqu'un l'insulter impunément. Il nargue Arthur, lui demandant s'il va fuir comme un lâche, car ses actions reflètent aussi l'honneur de son professeur. Cependant,
Arthur est surpris car un duel semble être une chose très courante dans le pays des elfes, et personne n'essaie de les arrêter. Arthur décide d'accepter le duel, et Tessia devient l'arbitre. Dès qu'elle donne le signal de départ, Fée court vers Arthur, qui lui assène simplement un coup de poing. Fée est mis KO d'un seul coup, et Arthur est déçu car il s'attendait à plus après toutes ces provocations. Tessia dit que cela devait arriver ainsi, puis attrape la main d'Arthur et s'enfuit avec lui pour éviter les remous. Il mange des snacks au marché, visite la bibliothèque et quelques magasins, puis retourne au palais pour se détendre. Tessia demande à Arthur s'il est excité par son entraînement, mais il ne semble pas trop intéressé d'en parler. Plus tôt, Virion lui a clairement dit que son entraînement serait très dur, mais que s'il pouvait le supporter, il verrait d'excellents résultats. Malgré cela, Arthur a accepté de suivre l'entraînement, et il finit par montrer un peu d'excitation à Tessia. Il lui dit qu'il est vraiment enthousiaste à l'idée de l'entraînement et qu'il travaillera dur pour prendre son futur en main. Tessia répond qu'elle travaillera dur aussi, et Arthur lui demande ce qu'elle veut faire. Elle dit qu'elle travaillera juste dur pour rivaliser avec lui, sans autre raison. Le lendemain, l'entraînement d'Arthur sous Virion commence, et 3 ans passent en un flash. La relation entre Tessia et Arthur est toujours la même, et elle continue à réveiller Arthur chaque matin, mais maintenant, elle utilise du mana sur ses pieds, lui causant une douleur immense et le faisant se réveiller en hurlant et en se plaignant. Tous deux se rendent à l'extérieur, où ils voient le roi et la reine partir pour une réunion. Alors qu'Arthur se demande où ils vont, Tessia lui tend soudain un hamburger en lui disant de manger ce délicieux repas fait par un méchant 10 sur 10. Arthur accepte volontiers le hamburger, mais il taquine Tessia en lui demandant qui est le méchant qui l'a préparé, ce qui l'offusque. Elle l'attaque, et Arthur esquive ses attaques jusqu'au terrain d'entraînement, où Virion les attend. Il leur dit de se battre correctement et leur lance des épées en bois, mais il sait qu'Arthur est maintenant prêt pour la deuxième étape de son entraînement. Une fois la séance d'entraînement terminée, Tessia est à terre, complètement épuisée. Pendant ce temps, Virion explique à Arthur ce qu'est la magie. Il explique qu'une fois que l'on a stabilisé son mana, on peut obtenir l'un des 4 éléments fondamentaux de la magie. Le type d'élément obtenu dépend également de l'espèce, et les elfes sont particulièrement doués pour la magie du vent. Selon Virion, les nains sont doués pour la magie du feu et de la terre, tandis que les humains peuvent utiliser les 4 éléments. Cependant, ils n'ont toujours qu'un seul élément de base qu'ils possèdent naturellement, et tout le monde ne peut pas utiliser les 4 éléments. Tessia demande soudain à son grand-père pourquoi il n'a pas formé Arthur à la magie alors qu'il renforçait son corps parce qu'elle l'a fait. Virion lui répond que c'est parce qu'Arthur est faible, ce qui le choque. Il explique alors qu'il y a la volonté d'une bête puissante à l'intérieur du noyau de mana d'Arthur, et que cela perturbe l'équilibre entre son corps et le noyau de mana. Arthur ressent soudain une douleur à la poitrine, et Virion lui explique que cette douleur est également causée par la volonté de la bête. Tessia commence soudain à taquiner Arthur, lui demandant s'il va bien parce qu'elle utilise la magie pour l'attaquer. Arthur lui répond qu'il a mal quand elle le frappe, mais qu'il s'en accommode. Virion lui dit alors qu'il est temps pour lui de réveiller la volonté de la bête dans son corps. S'il y parvient, il ne ressentira plus aucune douleur et deviendra un véritable dompteur de bêtes. Arthur est prêt, et tandis qu'il s'assoit sur le sol, Virion rassemble son mana. Il dit qu'il va allumer une étincelle dans son noyau de mana, et que même si elle sera un peu chaude, ce n'est rien qu'il ne puisse supporter. Il injecte ensuite son mana dans le corps d'Arthur, qui se met à crier en sentant la chaleur. Soudain, le mana puissant que Sylvia a laissé dans le corps d'Arthur s'active, repoussant avec force le mana de Virion. Sous l'effet de l'onde de choc, Virion et Tessia sont projetés dans les airs, et Arthur se demande ce qui se passe. Le mana de la bête se calme soudain et il tombe au sol, ce qui inquiète les 2 elfes. Tessia va le voir, mais Arthur s'évanouit soudainement. Il se réveille au château après quelques heures, et Virion est à ses côtés. Le vieil elfe s'assure d'abord de l'état d'Arthur avant de lui demander s'il sait quelque chose au sujet de son testament bestial. Arthur lui apprend que c'est un dragon qui lui a donné ce pouvoir, et Virion est abasourdi car il ne s'attendait pas à cela. Il demande à Arthur de garder le secret car la volonté d'un dragon peut lui attirer des ennuis. Arthur le remercie, mais Virion lui annonce soudain une nouvelle choquante. Il lui révèle qu'il va rentrer chez lui dans 4 mois, et Arthur se lève en sursaut. Il dit qu'il était censé rester ici encore 2 ans avant que le portail vers le royaume humain ne s'ouvre, mais Virion dit qu'un événement d'échange culturel va être organisé pour les jeunes des 3 royaumes, et qu'à cause de cela, le portail vers le royaume humain s'ouvrira. Arthur s'attriste en entendant cela, car il s'est beaucoup attaché à cet endroit. Virion lui tapote la tête en lui disant de se reposer car son entraînement va devenir plus intense à partir de demain. Arthur lui demande si Tessia est au courant, et il répond qu'elle est informée par ses parents. Cette nuit-là, alors qu'Arthur est dans son lit et pense à son départ anticipé, l'œuf de cristal qu'il porte depuis 3 ans se met à trembler. Il se lève, effrayé, et lorsque l'œuf se fissure, il craint le pire. Cependant, lorsqu'un mignon petit dragon en sort, Arthur est séduit par son innocence. Il décide de jouer avec lui, mais le bébé dragon le mord et lui laisse une marque magique sur le bras. Arthur ne comprend pas bien ce qui se passe,
mais il pardonne au bébé de l'avoir mordu parce qu'il est mignon. Soudain, il entend le bébé dragon lui parler par télépathie grâce à la marque magique, et Arthur peut comprendre tout ce qu'il dit. Le bébé dragon l'appelle « Papa » et il décide de l'appeler Sylvie, comme Sylvia. Le lendemain matin, alors que Tessia vient réveiller Arthur, elle trouve Sylvie endormie à côté de lui et panique. Arthur se réveille immédiatement, se demandant ce qui se passe, mais quand il voit Tessia étreindre Sylvie parce qu'elle la trouve trop mignonne, il décide de se rendormir. Peu après, ils se rendent au terrain d'entraînement, et même si Tessia veut vraiment étreindre Sylvie à nouveau, le bébé dragon n'a pas l'air de l'aimer. Ils arrivent bientôt chez Virion, et le vieil elfe manque de mourir d'une crise cardiaque en voyant un vrai dragon. Il entend ensuite l'histoire d'Arthur, qui raconte comment le bébé dragon est sorti de l'œuf après avoir réussi à réveiller la volonté bestiale de Sylvia. Virion sait qu'il aura beaucoup d'ennuis si les gens découvrent l'existence du dragon, alors il demande à Arthur de prétendre qu'il s'agit d'une bête de mana rare. Il pense que cela suffira à tromper la plupart des gens, car tout le monde pense que les dragons n'existent pas. Virion déclare ensuite qu'étant donné qu'Arthur est désormais un dompteur de bêtes, ils entraîneront à la fois son noyau de mana et son noyau de bête à partir de maintenant. Il déclare qu'il n'y a pas de meilleur entraînement que le combat réel et décide de libérer son véritable pouvoir de dompteur de bêtes. Le vieil elfe libère une énorme quantité de mana qui le recouvre entièrement, et lorsqu'elle se calme, il émerge sous la forme d'un être monstrueux fait d'une aura noire. Arthur est effaré par cette transformation et tente instinctivement de se protéger alors que Virion n'a même pas l'intention de l'attaquer. Le vieil elfe se déplace soudain derrière lui tapant sur l'épaule, et le temps qu'Arthur se retourne, il a disparu, ne laissant que 2 empreintes noires sur le sol. Il commence à transpirer parce qu'il ne peut même pas dire où se trouve Virion en ce moment, et il se rend immédiatement. Virion apparaît derrière lui, et alors qu'Arthur lui dit qu'il devra payer sa thérapie après lui avoir montré cette forme monstrueuse, il revient à son état normal. Arthur dit qu'il n'a même pas senti sa présence, et Virion explique que sa bête apprivoisée est une panthère de l'ombre qui peut manipuler le vent et le son extrêmement bien, mais qu'elle draine son mana très rapidement. Virion lui remet ensuite son épée en lui disant que son véritable entraînement commence maintenant. Les jours suivants, Arthur passe son temps à méditer pour contrôler son noyau de bête, puis à s'entraîner contre le mode monstre de Virion. Il parvient à puiser la puissance de son âme de bête et la douleur dans sa poitrine disparaît complètement. Il devient très vite plus fort et passe tout son temps libre comme un enfant normal. Quelques semaines plus tard, Tessia emmène à nouveau Arthur au marché, et il tombe sur l'arrogant gamin nommé Ferrit. Il s'excuse, mais Ferrit agit comme si c'était le destin qui les avait mis face à face. Arthur ne se souvient même pas de lui, ce qui offusque Ferrit. Il défie immédiatement Arthur en duel pour se venger de la dernière fois, mais il se fait à nouveau mettre KO en un seul coup. Après cela, Tessia rappelle à Arthur l'existence de Ferrit, et il l'aide immédiatement à se relever. Ferrit lui prend la main un peu à contre-cœur, mais ses amis lui disent d'arrêter de faire comme si c'était grave, car ils ont toujours su qu'il voulait être ami avec l'humain. Arthur demande ensuite à Ferrit et à ses amis s'ils vont aussi participer à l'échange culturel, et ils acceptent parce que tous les enfants nobles y vont. Arthur demande si Tessia sera aussi avec eux, et ils se taisent car ils savent qu'elle n'ira pas. Ferrit tente de détendre l'atmosphère en disant qu'ils ne peuvent pas risquer de laisser la délicate princesse se perdre à nouveau, mais cela énerve Tessia, qui l'envoie voler d'un seul coup de poing pour montrer sa force. Arthur panique en voyant cela et s'enfuit immédiatement avec Tessia avant qu'elle ne crée d'autres problèmes. Une fois qu'ils ont atteint un endroit calme, il lui crie dessus en lui disant qu'elle doit se comporter comme une princesse, et que donner un coup de poing au visage de son peuple n'est pas un comportement digne d'une princesse. Arthur se sent ironique en disant cela parce qu'il a été roi dans sa vie passée et qu'il ne se contentait pas de frapper ses sujets, mais Tessia dit alors qu'elle a été trop débordée ces derniers temps. Elle dit qu'Arthur va bientôt partir et qu'elle en est bouleversée, mais il ne comprend même pas ce qu'elle ressent et lui fait la leçon comme un vieil homme. Elle s'enfuit avec cela, mais Arthur subit un grave préjudice émotionnel en se faisant traiter de vieil homme. Il se sent vite mal à l'aise de l'avoir blessé, alors il se rend dans sa chambre la nuit avec des lucioles et lui demande de venir se promener avec lui. Tessia accepte, mais une fois qu'ils entrent dans la forêt, elle commence à s'inquiéter parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter car il va la protéger. Ils arrivent bientôt à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, et Arthur leur fait remarquer que les loups à cornes qu'ils ont libérés à l'époque sont toujours en vie et en bonne santé. Après cela, ils allument un feu dans un endroit dégagé et Tessia commence à se sentir somnolente. Elle a l'hallucination d'un fantôme dans un tronc d'arbre tordu et crie fort, et Arthur commence à la taquiner à ce sujet. Tessia l'interroge alors sur le royaume humain, et il lui répond qu'il n'en sait pas grand-chose car il n'a pas eu la chance de le voir. Elle dit qu'elle veut qu'il reste ici pour toujours, mais avant qu'Arthur ne puisse donner sa réponse, elle s'endort. Le jour du départ d'Arthur arrive bientôt, et tout le monde se réunit pour lui faire ses adieux, mais Tessia n'est pas là. Virion lui donne une boussole avec la marque de la famille royale pour qu'il puisse y accéder facilement la prochaine fois qu'il viendra les voir. Arthur pense que Tessia est trop émotive pour le voir partir, il décide donc de se rendre au royaume des humains avec les elfes qui participent à l'échange culturel.
Alors que la porte s'ouvre, Tessia arrive soudain en courant, mais elle trébuche et tombe. Arthur court vers elle et l'aide à se relever, et Tessia commence à lui dire de prendre soin de lui. Il la serre soudain dans ses bras en lui disant qu'elle lui manquera, et Tessia se met à pleurer. Cependant, leurs adieux émouvants sont interrompus lorsque la porte du royaume humain s'ouvre. Arthur monte dans le carrosse de Férite pour rejoindre la cité flottante de Zestier, où vivent ses parents, et il est très excité à l'idée de les voir. Il se rend à leur adresse et, après s'être préparé mentalement, frappe à la porte. Sa petite sœur lui ouvre la porte, et ses parents arrivent en courant après elle. Arthur est ému de les voir, et c'est avec un grand sourire qu'il leur annonce qu'il est rentré chez lui. Arthur est ému en les voyant et, avec un large sourire aux lèvres, leur dit qu'il est à la maison. Alice et Reynold n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient Arthur devant eux et le serrent fort dans leurs bras pour l'accueillir. Leur fille dit à Alice qu'elle ne devrait pas pleurer, et Arthur se tourne vers elle, réalisant qu'elle est sa sœur pour laquelle il était prêt à sacrifier sa vie. Il s'agenouille devant sa sœur, Eleanor, et se présente, et elle est très surprise de voir son frère. Ensuite, Arthur entre à l'intérieur, où Alice commence à lui poser des questions sur le temps qu'il a passé loin d'eux. Il la rassure en disant qu'il va bien, et même Reynold lui demande d'arrêter d'étouffer le garçon. Pendant ce temps, Eleanor est jalouse de toute l'attention qu'Arthur reçoit de ses parents, mais Alice lui dit d'être gentille avec lui car c'est le frère dont ils lui ont raconté des histoires. Arthur dit qu'il avait vraiment envie de la rencontrer, et ensuite le bébé dragon, Sylvie, saute dans ses bras. Une fois que tout le monde s'est calmé, Arthur raconte à sa famille en détail ce qui s'est passé après leur séparation. Cependant, il ne leur parle pas de Sylvia car il ne sait pas comment ils réagiront, et dit qu'il a survécu à la chute grâce à l'armure scénaristique. Il leur raconte ensuite comment il a sauvé Tess et comment il est resté au royaume des elfes pendant les années suivantes, s'entraînant et se soignant pour sa maladie. Il cache tout ce qui concerne Sylvia et son noyau de bête à ses parents et leur dit que Sylvie est une bête de mana qu'il a adoptée après avoir découvert que sa mère était trop faible pour survivre. Ses parents le croient et sont simplement heureux qu'il ait survécu. Soudain, Reynold demande à Arthur à quel stade en est son noyau de mana actuellement, et Alice le réprimande pour aborder ce sujet alors que leur fils vient juste de revenir. Arthur lui demande d'abord quel est son travail actuel, et Reynold lui dit fièrement qu'il est instructeur de sécurité dans une célèbre maison de vente aux enchères. Reynold déclare ensuite que son noyau de mana est devenu orange foncé il y a 2 ans, ce qui se situe au milieu de l'échelle de puissance. Arthur est impressionné et pense que son père a beaucoup travaillé pour atteindre ce stade, mais lui-même est au stade rouge clair, qui est juste un niveau en dessous du stade orange foncé. Reynold est perturbé parce que son fils est sur le point de le dépasser et le défie alors à un combat d'entraînement pour voir à quel point il est devenu fort. Pendant qu'Alice le réprimande pour cela, des gens font irruption dans leur maison. L'homme, Vincent, demande à Reynold si c'est vrai que son fils est en vie, et Arthur se demande « Quel est le problème de ce type ?» Reynold lui dit que Vincent est le propriétaire de la maison de vente aux enchères où il travaille, et que cette maison lui appartient également. Arthur salue Vincent et sa femme, puis se lie d'amitié avec leur fille, Lilia, grâce à la mignonnerie de Sylvie. Reynold dit ensuite à Vincent que lui et Arthur vont s'affronter dans le jardin et l'invite à regarder le spectacle. Vincent est surpris, mais il se rend dans le jardin avec tout le monde. Il a du mal à croire que le noyau de mana d'Arthur est au stade rouge clair, mais Alice lui dit que son fils apprend vite et qu'il n'a aucune raison de mentir. Cependant, il trouve cela difficile à croire car même les meilleurs élèves des écoles d'entraînement les plus élitistes ne peuvent atteindre le stade rouge clair qu'à l'âge de 13 ans, et Arthur n'a que 8 ans. D'un autre côté, Arthur et Reynold finissent de s'échauffer et se ruent l'un vers l'autre. Arthur bloque les attaques de Reynold puis lance sa contre-attaque. Reynold la bloque facilement et lui dit qu'il doit encore travailler, mais Arthur le surprend ensuite en lui montrant ce qu'il a appris de Virion. Il parvient à repousser Reynold, qui est impressionné, mais il dit à Arthur qu'il n'aura plus l'occasion de le toucher car il va maintenant se montrer sérieux. Il concentre son mana autour de son poing, le transformant en feu, ce qui surprend Arthur. Il sait que dans ce monde, tous les utilisateurs de mana ont un élément particulier avec lequel ils sont nés. Pour les conjurer, il est facile d'identifier cet élément et de l'utiliser, mais pour les augmenteurs comme Reynold, il faut beaucoup de pratique et de perspicacité pour atteindre ce stade. Reynold recouvre soudainement tout son corps de son mana de flamme et charge vers Arthur, qui ne peut que bloquer ses attaques. Alors qu'il est repoussé, Arthur pense au pouvoir appelé Kai qu'il avait dans sa vie précédente, qui fonctionnait comme le mana, mais un maître Kai pouvait choisir l'élément qu'il voulait utiliser. Arthur essaie de combattre son père en pensant qu'il est né sans élément particulier dans cette vie, ce qui signifie qu'il peut tous les utiliser. Grâce à l'entraînement de sa vie précédente et de celle-ci, il estime qu'il a ce qu'il faut pour vaincre Reynold. Il rassemble également le mana dans ses poings, et ceci commence à émettre une lumière dorée qui laisse tout le monde stupéfait. Arthur court vers Reynold et bloque ses poings enflammés avec l'aura dorée qui sort de ses mains. Leur collision crée une puissante onde de choc qui les repousse tous les deux, puis Reynold devient agressif et lui assène un coup solide. Alors qu'Arthur court à nouveau vers lui, il se souvient comment il a utilisé sa maîtrise du Kai pendant son entraînement avec Virion et que cela a grandement amélioré ses résultats.
Il a maîtrisé l'élément du feu assez rapidement, et à cause de cela, le vieil elfe a décidé de le faire aller encore plus loin. Maintenant, alors qu'Arthur se souvient de son entraînement, il libère à nouveau l'aura dorée puis la transforme en éclair. Les éclairs libérés par son corps mettent le feu à l'herbe, et Reynold ne peut que le regarder, abasourdi, car Arthur a maîtrisé la forme supérieure de la magie du feu. Arthur lui dit qu'il est trop tôt pour être surpris car il en a encore sous le pied. Il utilise soudainement la magie de l'eau, manipulant l'eau de la fontaine pour attaquer Reynold. Tout le monde est choqué de le voir utiliser deux types de magie à la fois, et Reynold évite de justesse l'attaque d'eau qui vient derrière son dos. Sur ce, Arthur annule ses attaques, et Reynold l'embrasse immédiatement. Il dit qu'il est vraiment fier de lui et lui demande quand il a appris à faire ça. Arthur lui dit qu'il a appris ça récemment, mais qu'il ne contrôle pas encore très bien l'eau. Alors qu'Alice et Eleanor considèrent cela comme une chose normale, Vincent et sa femme sont sans voix, et ils pensent tous les deux qu'Arthur est un génie. Peu de temps après, ils retournent à l'intérieur et s'assoient autour de la table à manger, où Vincent dit à Reynold que son fils a un avenir très prometteur. Reynold est d'accord, disant qu'il le savait depuis qu'Arthur a éveillé son noyau de mana à l'âge de 3 ans et a détruit leur maison dans la foulée. Vincent est surpris d'entendre cela, et alors que Reynold rit fièrement, il tombe avec sa chaise. Vincent se lève soudainement de son siège et suggère qu'il devrait envoyer Arthur à l'Académie Ziru. Reynold est surpris d'entendre cela et lui demande s'il est sûr car l'Académie Ziru est la plus grande école de formation de mages de tout le continent. Eh bien, la femme de Vincent est tout à fait d'accord avec lui, et elle dit aux parents d'Arthur de ne pas s'inquiéter pour les frais car ils veulent sponsoriser son éducation dans l'espoir qu'un jour cela leur profitera également grandement. Alice est nerveuse en entendant cette offre, et elle dit qu'ils ne savent même pas si l'Académie acceptera leur fils, mais Vincent lui dit avec confiance qu'il connaît le directeur de l'Académie et qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Soudain, Arthur prend la parole, disant que puisque cette question le concerne plus que quiconque, il devrait avoir son mot à dire. Il dit qu'il vient juste de retrouver sa famille et qu'il ne veut pas s'éloigner d'eux si vite. Vincent comprend ses raisons, et Arthur prend ensuite congé, disant qu'il est trop fatigué par le combat d'entraînement. Il se dirige à l'intérieur du bâtiment, mais Lilia le suit car elle est devenue une fan de lui depuis qu'elle a vu sa puissance. Elle lui dit qu'il va dans la mauvaise direction et lui dit de la suivre car elle va l'emmener dans un meilleur endroit. Elle emmène Arthur à la cuisine dans le sous-sol, où elle commence à discuter joyeusement avec les serviteurs et leur demande de préparer de délicieux plats de viande pour elle. La vieille servante lui dit de faire attention à son régime car elle a pris du poids récemment, et Lilia lui rétorque de ne pas parler de son poids. Arthur est surpris de voir ce côté de Lilia car elle n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, et ensuite une des servantes lui dit qu'elle vient toujours ici manger quand elle est stressée. Arthur est curieux à ce sujet, et la servante dit que Lilia et ses parents veulent qu'elle s'éveille en tant que mage, et que cela lui met beaucoup de pression. La nuit, Alice et Reynold viennent dans la chambre d'Arthur pour parler un peu plus. Ils lui disent qu'ils sont vraiment heureux qu'il soit revenu vers eux et ajoutent qu'ils sont aussi très fiers de lui. Ils affirment qu'il deviendra un grand mage un jour, et Arthur veut leur dire quelque chose à ce sujet, mais ils l'interrompent et lui disent qu'ils peuvent parler du reste demain. Sur ce, ils lui souhaitent une bonne nuit et le laissent dormir. Le lendemain matin, Arthur court immédiatement vers le hall en se réveillant car de vieux amis sont là pour le voir. Ce sont les membres du groupe de ses parents, et ils sont vraiment heureux de le revoir. La maman, Angela, serre Arthur très fort jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, puis il tape dans la main du tank nommé Dirdan. Adam et Hélène continuent de se chamailler tout en accueillant Arthur, et puis soudain, Jasmine commence à le fouiller sans raison autre que le fait qu'elle veut le toucher. Elle l'embrasse ensuite, demandant à Arthur de lui pardonner car tout est de sa faute. Après leurs retrouvailles émouvantes, le groupe commence à raconter à Arthur leur mission récente qui se déroulait dans des endroits lointains, et comme d'habitude, ils continuent de se chamailler pour des broutilles. Après les avoir entendus parler, Arthur réalise qu'il y a tant de choses sur ce monde qu'il ne connaît pas, et être un aventurier est un bon moyen d'en apprendre davantage. Cependant, alors qu'il regarde sa famille, il pense qu'il n'est pas encore prêt à les quitter à nouveau. Arthur commence à s'entraîner dans sa chambre, essayant de concentrer son mana à un point tel que même le temps semble figé pour lui. Cependant, il ne peut pas maintenir cet état très longtemps et s'effondre à cause de la fatigue. Alors qu'il commence à penser qu'il doit devenir plus fort rapidement pour protéger les personnes qu'il aime, c'est à ce moment-là que Sylvie vient se blottir contre lui. Arthur l'embrasse, mais soudain, il réalise qu'elle sent vraiment mauvais, et il lui donne immédiatement un bain. Une fois qu'il a fini, sa famille arrive et lui dit que c'est maintenant son tour d'être toiletté. Avant qu'Arthur ne s'en rende compte, il est assis sur la chaise d'un homme qui a l'air de vouloir le toiletter à plus d'un titre. Bientôt, Arthur arbore une nouvelle coupe fade, et sa mère et sa sœur commencent à fanfaronner autour de lui. Il demande à quoi cela rime, mais la mère de Lilia lui dit qu'il prévoit de l'emmener à leur maison de vente aux enchères la prochaine fois et qu'ils ne peuvent pas l'y emmener s'il a l'air si négligé. Elle dit ensuite à Arthur qu'aujourd'hui, ils vont lui faire visiter la ville de Ziru, et Eleanor lui demande immédiatement de lui tenir la main. Arthur accepte, mais Lilia dit qu'elle est jalouse parce qu'avant l'arrivée d'Arthur, Eleanor ne la quittait pas. Quoi qu'il en soit,
Ils commencent à explorer la ville ensemble, et quand Arthur attache un élastique à cheveux autour du doigt d'une statue, un groupe de garçons lui en lance un sur la tête. Ils s'éloignent en riant de lui, et Arthur demande « Qui étaient ces bâtards ?» Lilia lui dit que ce sont des étudiants de l'Académie de magie de Ziru, et comme ils sont traités comme des membres de la royauté à cause de cela, la plupart d'entre eux sont des brutes. Avant qu'Arthur ne puisse demander plus de détails, il sent soudain une énergie familière provenant d'un magasin à proximité. Il va vérifier et trouve des noyaux de bêtes à l'intérieur de la boutique. La mère de Lilia lui explique que ce sont des noyaux de mana prélevés sur des bêtes magiques et utilisés pour renforcer une personne. C'est la première fois qu'Arthur entend parler de cela, car les elfes n'ont même pas mentionné l'extraction de noyaux de mana des bêtes. La mère de Lilia ajoute que le prix des noyaux de bêtes dépend de leurs effets, et s'ils contiennent une volonté de bête, ils peuvent coûter jusqu'à 100 pièces d'or, ce qui suffirait à faire vivre Arthur et sa famille dans le luxe pendant 250 ans. Elle dit ensuite à Arthur qu'ils vont bientôt vendre des noyaux de bêtes dans leur maison de vente aux enchères et qu'il peut en toucher un s'il le souhaite. Il veut lui dire qu'il ne le souhaite pas. Pendant ce temps, Lilia essaie nerveusement de dire à sa mère qu'elle devrait obtenir un noyau de bête, mais la femme refuse catégoriquement, lui disant que même si elle en obtient un, rien ne garantit qu'elle s'éveillera en tant que mage. Lilia est contrariée lorsque sa mère lui rappelle que les noyaux de bêtes sont trop chers, et elle répond qu'il en existe des moins chers. Sa mère refuse de l'écouter, et à cause de cela, Lilia reste boudeuse pendant tout ce temps, ce qui attriste Arthur pour elle. Il essaie de lui parler de ne pas précipiter les choses lorsqu'il la trouve s'éloigner seule, et il la suit instinctivement. Lilia se rend dans une boutique d'armes où elle repère des noyaux de bêtes bon marché qu'elle peut acheter avec son argent de poche, mais quand Arthur lui demande si elle en est sûre, elle est surprise. Il répète ce que sa mère vient de dire et lui dit de ne pas être si impatiente, mais Lilia se défoule sur lui, disant qu'il ne peut pas comprendre ce qu'elle ressent parce qu'il est spécial. Arthur essaie toujours de la calmer, mais alors qu'elle tente de le repousser, elle heurte un garçon derrière elle, qui s'avère être un étudiant de l'Académie de magie de Ziru. Lilia s'excuse immédiatement auprès de lui, mais le morveux arrogant lui demande quelle sorte d'excuse à moitié faite c'est. Il essaie de la menacer, et Arthur intervient immédiatement pour la protéger. C'est alors que le boutiquier arrive aussi en entendant la commotion, mais dès qu'il voit les étudiants, il recule rapidement. Les arrogants décident de harceler Lilia, et l'un d'eux invoque une petite flamme. Arthur réplique en activant aussi sa magie, mais c'est à ce moment-là que la mère de Lilia arrive et leur ordonne à tous deux d'annuler immédiatement leur magie. Au début, les étudiants et le boutiquier lui disent de ne pas s'en mêler, mais lorsqu'ils apprennent que son mari possède la maison de vente aux enchères qui fait chaque année un don important à l'Académie de magie, ils sont stupéfaits. Les étudiants décident de partir parce qu'ils ne veulent pas d'ennui maintenant, mais ils se moquent encore de Lilia avant de partir, disant qu'une perdante comme elle ne peut qu'utiliser l'argent pour acheter une place à l'Académie. Arthur se met en colère pour elle et s'apprête à en découdre, mais Lilia l'arrête parce qu'elle est d'accord avec les garçons. Plus tard, il rentre à la maison, et Vincent s'inquiète lorsqu'il apprend que Lilia et Arthur ont failli se battre avec des étudiants de l'Académie. Lilia s'excuse, mais Vincent lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il dit aussi à Arthur qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il a fait beaucoup de dons à l'Académie de magie, et un petit incident comme celui-ci n'entamera pas ses chances d'y obtenir une place. Lilia pense que son père veut envoyer Arthur à l'Académie de magie à sa place parce qu'elle n'a pas réussi à utiliser la magie malgré toutes leurs tentatives. Elle craque et s'en prend à tout le monde avant de s'enfuir. Le soir, Arthur va l'appeler pour le dîner, mais elle n'est même pas dans sa chambre, et un serviteur vient le conduire à elle. Pendant ce temps, Lilia pense à la façon dont ses parents ont toujours voulu qu'elle devienne mage, et c'est devenu son rêve d'entrer à l'Académie. Cependant, lorsque sa magie ne s'est pas développée malgré de nombreuses tentatives, elle est devenue dépressive, et cela a empiré lorsque son père n'arrêtait pas de dire qu'elle aurait toujours une place réservée à l'Académie grâce aux dons qu'il avait fait. Elle a réussi à contrôler ses émotions, mais Arthur est arrivé dans sa vie, et ses parents ont commencé à envisager de l'envoyer à l'Académie, et c'en était trop pour une fille aussi peu sûre d'elle qu'elle. Arthur arrive bientôt à la cuisine, où il trouve Lilia en train de somnoler, et il la réveille. Il essaie de s'excuser auprès d'elle, mais il pense que cela la ferait passer pour une arrogante. Soudain, Lilia s'excuse auprès de lui, disant qu'elle était jalouse de lui parce qu'il a volé l'attention de son père. Elle commence à se blâmer pour ne pas avoir éveillé sa magie et dit que ses parents ont dû perdre espoir en elle. Arthur a pitié de la pauvre fille, et il lui attrape immédiatement le visage, lui disant d'arrêter de trop réfléchir. Il dit que même lui peut voir à quel point elle travaille dur, donc ses parents le savent encore mieux. Il lui raconte une histoire sur Tess sans raison apparente, puis dit que la raison pour laquelle son père ou même Eleanor s'intéresse tant à lui est qu'il est une nouvelle personne dans leur vie, et ils sont juste curieux de le connaître. Lilia rit à cela et admet alors qu'elle s'est mis toute la pression toute seule. Mais Arthur pense que ce n'est pas toute la vérité, il sait qu'elle est accablée par les attentes de tout le monde autour d'elle, et il décide de l'aider à éveiller sa magie. Bientôt, il retourne dans le salon et dit aux parents de Lilia qu'elle voulait vraiment éveiller sa magie, alors il l'a envoyée à l'endroit où il s'est entraîné pendant 3 ans. Il les assure qu'Ellie sera en sécurité et heureuse,
Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Ils lui demandent comment il a pu l'envoyer là-bas sans leur demander d'abord, et Arthur répond que c'était la décision de Lilia. Quand il lui a donné le choix, elle a décidé de ne pas en parler à ses parents parce que cela la ferait douter de sa décision. Il remet ensuite une lettre à Vincent, dans laquelle Lilia se décrit comme un fardeau pour ses parents tant qu'elle ne pourra pas faire de magie. Elle promet de devenir mage peu importe le temps que cela prendra, et Vincent craque en lisant cela. Il commence à se blâmer, disant qu'il pensait que Lilia aurait un avenir heureux si elle devenait magicienne, mais il n'a jamais su que cela la pousserait à prendre une décision aussi téméraire. Il dit que même si elle ne devenait pas mage, il aurait été heureux tant qu'elle l'était, et c'est le signal pour Arthur d'appeler Lilia qui se cachait. Ses parents sont complètement perplexes face à la situation, et Arthur s'excuse immédiatement de leur avoir menti, mais il voulait que Lilia sache que ses parents l'aiment inconditionnellement. Vincent lui dit que ce n'est pas grave parce qu'il a réalisé son erreur maintenant. Il s'excuse immédiatement auprès d'Alice et Reynolds, disant qu'ils n'auraient pas dû se précipiter pour envoyer leur fils à l'académie alors qu'il venait juste de leur revenir. Il dit ensuite à Lilia qu'elle n'a pas besoin de se forcer à entrer à l'académie si elle ne le veut pas, car elle peut être heureuse en faisant autre chose. Cependant, Lilia lui dit qu'elle veut vraiment entrer à l'académie, et pour cela, elle veut s'entraîner dur et débloquer sa magie. Ses parents l'embrassent, lui disant qu'ils ont toute confiance en elle. En voyant ce moment touchant, Arthur se propose de l'aider à éveiller sa magie rapidement. Il fait asseoir Lilia et Eleanor dos à dos, et leurs parents ne sont pas sûrs qu'ils puissent vraiment y arriver. Cependant, Arthur leur dit avec assurance que la première étape pour éveiller leur magie est de se concentrer sur leur respiration. Il leur dit de respirer lentement les yeux fermés et de continuer à se concentrer jusqu'à ce qu'ils voient une lumière dans l'obscurité. Eleanor est la première à voir une lumière, mais alors qu'elle s'exclame qu'elle la voit, elle perd sa concentration et revient à une page blanche. Lilia se sent dépassée parce qu'elle ne voit rien, mais Arthur lui dit de continuer à respirer. Il place ensuite sa main sur le dos des deux filles et leur dit de continuer à respirer même si elles sentent un peu de chaleur. Il envoie alors doucement son mana dans leur corps, et Lilia peut enfin voir la lumière dont il parlait. Ses parents sont émus aux larmes en voyant leur fille enfin capable de visualiser le mana. Après cela, Lilia descend pour faire la fête avec les domestiques. Peu de temps après, Arthur se rend à la maison de vente aux enchères de la famille de Lilia, et il est émerveillé par son apparence grandiose. Il y a toutes sortes de nobles, marchands et aventuriers à l'intérieur de la maison de vente, attendant d'acheter des objets de collection et d'autres articles rares. Alors que Lilia et Eleanor partent immédiatement voir de jolis noyaux de bêtes, Arthur est attiré par une statue démoniaque effrayante, pendant que Reynolds s'occupe de la sécurité de la maison de vente. Bientôt, la vente aux enchères commence, et Vincent commence par présenter leurs invités VIP, le roi Blaine et toute sa famille. Le roi est accueilli par des acclamations bruyantes du public, et Arthur a le sentiment qu'il est vraiment aimé par son peuple. Avec cela, la vente aux enchères commence, et le premier article au menu est une dague enchantée avec de la magie de foudre. Arthur se demande s'il peut aussi enchanter une arme avec sa magie quand soudain, il se rend compte que Sylvie a disparu. Il décide de partir à sa recherche, ignorant que le petit dragon est tombé sur un magicien louche dans le couloir. Pendant ce temps, la vente aux enchères continue, et Vincent présente le petit d'un lion monstre aux gens, leur expliquant comment c'est une bête de mana puissante déjà à un certain niveau malgré son jeune âge. Le prince dit au roi qu'il veut vraiment le lionceau, et le roi se joint immédiatement à la guerre d'enchères, achetant le petit pour 1000 pièces d'or. D'un autre côté, Arthur arrive dans le couloir à la recherche de Sylvie quand il entend sa voix au loin. Il court immédiatement vers elle et trouve un type effrayant lui demandant de le laisser l'examiner. Arthur réalise vite que l'homme est habillé comme les magiciens qui étaient derrière le roi, donc il ne veut pas se battre avec lui. Il demande poliment au magicien de laisser partir sa partenaire, et le type effrayant soupire, disant qu'il pensait que cette bête humanoïde était un autre article de la vente aux enchères. Sylvie retourne vers Arthur, mais le mage royal semble mécontent. Arthur décide de retourner à sa place, mais alors le vieil homme lui dit de laisser la bête de mana ici parce qu'il va sceller un pacte avec elle. Il dit que seul quelqu'un comme lui peut révéler le vrai potentiel d'une bête de mana comme celle-ci, et Arthur devrait être reconnaissant d'avoir la chance de l'aider. Il lance ensuite une explosion de feu qui manque de peu Arthur pour montrer sa puissance, mais Arthur n'est pas impressionné. Il demande au vieil homme pourquoi il devrait lui donner sa partenaire juste parce qu'il est un mage royal, et il envoie une autre attaque de feu dans sa direction. Le mage royal lui dit que c'est pour le bien de leur pays, mais Arthur en a assez de l'entendre parler. Il commence à repartir, mais le bâtard lui dit qu'il apprendra bientôt ce que signifie défier un royal, et il fera en sorte que ses parents en prennent la responsabilité. C'est quelque chose qu'Arthur ne laissera jamais passer, et il dit immédiatement au mage royal de répéter ce qu'il vient de dire. Il se retourne avec une intense intention meurtrière émanant de son corps, et elle est assez forte pour couvrir toute la maison de vente. Tout le monde panique alors que l'air devient soudainement lourd, et les faibles comme Vincent tombent à genoux parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'intention meurtrière d'un alpha comme Arthur. Le roi Blaine,
Cependant, est un sigma 2, et il peut dire que quelqu'un de vraiment puissant est très en colère. Pendant ce temps, Arthur réalise soudain que juste parce qu'il voulait montrer son aura devant le mage royal, il a laissé ses vraies émotions transparaître. Il sait qu'ils ont déjà causé un énorme tumulte, et quand il se calme, Reynolds et ses hommes sont déjà en train d'évacuer tout le monde de la maison de vente. Bientôt, Vincent, Reynolds et leur famille sont convoqués par le roi pour cette affaire. Il dit à Reynolds qu'en tant que chef de la sécurité, il devra assumer la responsabilité de ne pas avoir pu attraper l'intrus à temps. Reynolds accepte sa faute et se prépare à sa punition, mais alors le mage royal intervient, disant que puisqu'il n'y a pas de victime, le roi devrait être clément avec la punition. Il se tourne immédiatement vers Arthur, disant qu'il a une belle bête de mana et qu'il peut l'élever à son plein potentiel. Arthur réalise que le vieux bâtard l'a bien eu, et même Blaine le soutient. Il dit à Reynolds que le mage nommé Sébastien est à son service depuis des années, et s'il avait un partenaire, il aurait pu empêcher cet incident. Il demande à Reynolds ce qu'il pense de donner la bête de mana de son fils à Sébastien, et Arthur s'apprête à parler quand sa mère lui dit de se taire. Heureusement, Reynolds dit aussi au roi qu'Arthur a obtenu la bête de mana par ses propres efforts, donc seul lui peut décider de la donner. Le roi Blaine se tourne vers Arthur, qui est vraiment agacé par cet incident, mais il se calme et répond qu'il ne peut pas donner son partenaire et ami. Blaine décide d'améliorer son offre et dit à Arthur d'échanger le petit lézard contre le lionceau qu'il vient d'acheter, car un prédateur deviendra certainement une bête de mana plus forte à l'avenir. Arthur atteint presque la limite de tolérance face à ces conneries, et il dit froidement au roi qu'il ne donnera, ne vendra ni n'échangera son partenaire pour quoi que ce soit. Le roi est offensé parce que, malgré son statut, il a demandé gentiment 2 fois. Il donne une dernière chance à Arthur, lui demandant s'il échangera sa bête de mana ou non. Eh bien, Arthur décide de lui montrer que ce n'est pas la couronne et le royaume qui font un roi, mais l'attitude, et il se lève, demandant au roi combien il vendrait ses enfants. Blaine reste sans voix, et Arthur lui dit qu'il lui a demandé 3 fois et qu'il l'a refusé à chaque fois. Il demande à Sébastien d'apprendre de cela et de cesser de laisser son ego prendre le dessus. Sébastien ordonne immédiatement aux chevaliers de maîtriser le garçon malpoli, mais Arthur assomme les 2 chevaliers d'un coup de poing chacun. Sébastien est frustré et décide de prendre les choses en main, car il prévoit d'obtenir Sylvie à tout prix. Le vieil homme tire du feu sur Arthur, mais il active soudainement l'habilité spéciale qu'il obtient de son partenaire dragon, et le temps se fige pour tout le monde dans la pièce. Sébastien est confus par ce qui se passe, et Arthur lui dit que sa magie ne fonctionnera plus. Sébastien panique mais reste fort, disant qu'il ne peut pas gagner contre un mage royal, mais Arthur lui casse la jambe sans même la toucher. Sébastien crie de douleur et demande de l'aide, mais personne ne peut l'entendre. Arthur lui dit de faire attention à ce qu'il fera ensuite, et le connard le menace en disant qu'il ne s'en sortira pas librement après avoir embêté un royal. Cependant, quand il voit l'image d'un dragon derrière Arthur, il se pisse dessus, réalisant qu'il a affaire à quelque chose bien au-delà de son niveau. Juste à ce moment, le temps recommence à s'écouler parce qu'Arthur est trop épuisé par l'utilisation de son pouvoir. Dès que tout le monde reprend ses sens, il s'effondre, et sa famille panique. Il se réveille quelques jours plus tard avec un mal de tête aigu et réalise qu'il ne peut même pas geler le temps pendant quelques secondes sans en subir de graves conséquences plus tard. Il se lève de son lit quand Alice entre dans sa chambre avec Sylvie, et elle est vraiment contente de le voir debout. Arthur lui demande ce qui s'est passé après son effondrement, et elle répond que tout le monde s'inquiétait pour lui, mais le médecin leur a dit qu'il irait bien. Alice dit qu'elle était inquiète malgré cela, et Arthur lui demande de l'emmener au marché pour changer d'air. Elle l'aide à acheter des cadeaux pour Eleanor, et Arthur commence immédiatement à s'inquiéter pour l'argent parce qu'il est presque sûr que son père a perdu son travail. Cependant, Alice lui dit qu'elle a quelques activités secondaires, donc elle a de l'argent. Une fois les courses terminées, il rentre à la maison, et Arthur trouve Reynolds en train de discuter avec un invité. Il demande ce qui se passe, mais Adam et Dur lui disent de se taire. Il le laisse entrer bientôt, et Reynolds lui demande immédiatement comment il se sent. Arthur lui dit qu'il se sent parfaitement bien, et alors l'invité se lève soudain pour le saluer et s'excuser formellement au nom du roi pour l'incident précédent. Le roi a aussi envoyé de l'argent pour étouffer l'affaire, et Arthur a l'impression qu'il minimise la chose en qualifiant une tentative sur sa vie de simple incident. Il décide d'accepter les excuses de toute façon, et le messager dit à Reynolds que son fils est un garçon intelligent. Il ajoute que les 2 chevaliers qui l'ont attaqué ont été renvoyés. Cependant, Reynolds n'est pas satisfait, et il engage un débat avec le messager. Arthur leur demande à tous 2 d'arrêter, disant que c'était aussi sa faute d'avoir été impoli envers le roi, et au final, il n'a pas vraiment été blessé. En parlant de blessures, Arthur demande des nouvelles du mage royal, et le messager dit qu'il a aussi été renvoyé et est actuellement hospitalisé. Il dit que dès que Sébastien a repris ses esprits, il n'a cessé de crier qu'Arthur lui avait cassé la jambe.
Reynolds dit que c'est des conneries parce que personne n'a vu ça arriver, mais le messager lui demande de le laisser au moins finir. Il dit qu'ils ont conclu que le mana des soldats qui ont attaqué Arthur a dû rebondir et interférer avec le sort du mage, le blessant. Le messager dit ensuite qu'Arthur est assez talentueux pour attirer l'attention du roi Blaine, mais qu'il doit apprendre les bonnes manières, car tout le monde n'est pas aussi indulgent que le roi. Reynolds réalise que c'est vrai, et il accepte les excuses ainsi que l'argent. Il donne l'argent à Arthur parce que c'est lui qui a été attaqué et lui dit de bien l'utiliser. Cet incident fait réaliser à Arthur que même s'il a le pouvoir de se battre, il a besoin de plus que ça pour protéger sa famille. Il pense qu'il a besoin d'autorité et d'influence assez forte pour affronter même la famille royale, et dans son esprit, l'Académie de magie est le meilleur endroit pour commencer à rassembler ce genre de pouvoir. Arthur se rend à l'Académie de magie, mais pas pour s'y inscrire. Au lieu de cela, il se précipite vers les bois autour du campus, où la directrice de l'Académie l'attend après que Vincent ait organisé une rencontre entre eux. Arthur tient vraiment à profiter au maximum de cette opportunité car la directrice détient un pouvoir absolu sur l'Académie, et son influence sur la politique du pays peut rivaliser avec celle des familles royales. La directrice est également ravie de voir Arthur car elle a entendu beaucoup de bien sur lui par Vincent, et elle compte vérifier s'il est vraiment aussi fort qu'on le dit. Arthur lui dit qu'il est prêt, et la vieille dame utilise sa magie pour créer une barrière afin qu'il ne puisse pas être détecté par quiconque. Elle est déjà impressionnée quand Arthur ne bronche même pas alors qu'elle a utilisé une quantité énorme de mana, mais il cache simplement le fait qu'il est impressionné. Il décide de lui montrer une petite fraction de ses pouvoirs, ce qui suffira à attirer son attention. Il utilise d'abord la magie du vent pour déterrer des roches du sol et les projeter vers la directrice. Cependant, elle les arrête simplement avec la magie de la terre et les réduit en miettes sans difficulté. Arthur est choqué, mais il décide d'utiliser d'autres éléments puisque la magie du vent est actuellement son point faible. Il utilise la magie de la terre pour attaquer la vieille dame de tous les côtés à la fois, mais elle dévie tout avec la magie du vent. Ensuite, Arthur décide de lui montrer quelques-unes de ses compétences en combat rapproché et charge vers elle après avoir augmenté ses capacités physiques, mais la vieille femme le repousse facilement avec sa magie du vent. Alors qu'Arthur tombe au sol, il réalise qu'il a été présomptueux, mais heureusement, cela a suffi à impressionner la directrice. Elle dit à Arthur qu'il semble surestimer ses capacités, mais à part cela, il est vraiment fort et compétent. Cependant, elle a un dernier test avant de pouvoir l'accepter comme élève. Elle dit à Arthur de rester conscient après avoir subi sa prochaine attaque, puis utilise un puissant sort de son qui donne à Arthur l'impression que sa tête se sépare en deux. Il survit tant bien que mal à la durée du sort, et la directrice lui dit qu'il a réussi son test. Elle lui dit qu'elle aimerait le prendre comme élève personnel pour lui enseigner tout ce qu'elle sait. Cependant, alors qu'Arthur continue de la fixer, elle lui demande ce qu'il veut dire, car il n'aurait pas besoin de venir ici et de lui montrer ses compétences autrement. Arthur lui dit qu'elle a l'autorité et le pouvoir dont il a besoin pour protéger sa famille, et si elle peut faire cela pour lui, il est prêt à rejoindre l'académie et à l'accepter comme mentor. La vieille dame est surprise par sa déclaration arrogante et dit que même le roi n'ose pas lui faire des offres aussi unilatérales. Arthur lui dit qu'il est convaincu qu'il est digne de cet accord, et il sait qu'elle pense la même chose. La directrice est satisfaite de son attitude, mais Arthur lui dit alors qu'il ne rejoindra l'académie que lorsqu'il aura l'âge requis. La vieille dame lui dit qu'il atteindra l'âge requis pour intégrer l'académie dans 3 ans, et que s'il rejoint maintenant, il pourra devenir bien plus fort. Arthur lui dit qu'il veut vivre sa vie et découvrir le monde car il a encore du temps, et c'est pourquoi il prévoit de passer les 3 prochaines années de sa vie comme aventurier. La directrice pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais elle lui demande s'il en a déjà parlé à ses parents. Arthur répond qu'il leur dira bientôt, et elle dit que s'il peut les convaincre, elle acceptera son accord. Cependant, les choses s'avèrent plus difficiles à la maison qu'il ne l'imaginait. Ses parents apprennent ses projets de devenir aventurier par Vincent avant même qu'Arthur n'ait eu l'occasion de leur en parler. Alice se met en colère car elle ne veut pas renvoyer son fils après qu'il vient juste de rentrer à la maison, mais Reynolds comprend que tout homme devrait vivre une aventure dans sa vie. Il dit que peut-être si Arthur a un gardien qui veille sur lui tout le temps, il peut devenir aventurier, mais Alice refuse d'en entendre parler. Finalement, Arthur la convainc en promettant qu'il rentrera à la maison tous les quelques mois, et si elle le souhaite, il peut revenir plus souvent. Eleanor est également contrariée qu'il parte, mais Arthur lui dit qu'il restera à la maison encore un peu. Alice lui demande pourquoi il veut partir à l'aventure de toute façon, et il lui donne des réponses diplomatiques sur le fait qu'il veut ressentir la même excitation qu'ils ont connue dans leur jeunesse, alors qu'en réalité, il veut juste tester ses pouvoirs et ses compétences en combat. Elle accepte, mais Reynolds dit qu'il devrait avoir un gardien avec Arthur pour assurer sa sécurité. Il invite bientôt tous les anciens membres de son groupe à déjeuner et demande qui est prêt à garder Arthur pour eux. Adam refuse immédiatement, disant qu'il n'aime pas les enfants et qu'il craint qu'un jour Arthur ne le tue dans son sommeil. Tout le monde est d'accord, mais il pense aussi que ce sera forcément la faute d'Adam. Reynolds dit à tout le monde qu'il ne peut pas les payer beaucoup pour ce travail pour l'instant,
mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter car ils veulent tous voir Arthur grandir. Soudain, Jasmine la soigneuse se porte volontaire pour le job, et Alice est choquée car Jasmine déteste être garde du corps plus que quiconque. Elle prétend qu'elle le fera pour Arthur, et tout le monde convient qu'elle sera parfaite car c'est une augmenteuse qui maîtrise aussi la magie du vent. Adam donne son approbation en tant que chef de groupe, et tout est réglé. Plus tard dans la journée, Arthur et sa famille trouvent Lilia en train de méditer seule dans le salon, et Eleanor est contrariée qu'elle ait commencé à s'entraîner sans elle. Arthur est satisfait des résultats de leur entraînement, et il espère seulement qu'Eleanor n'éveille pas sa magie trop tôt car cela attirerait trop d'attention indésirable. Ensuite, Arthur se rend à la maison des enchères pour choisir une arme pour son test de guilde d'aventurier, et Vincent lui dit de se sentir libre de regarder autour de lui. Arthur va à l'armurerie, et il est émerveillé par le grand nombre d'armes présentes, mais cela devient vite un problème car il n'arrive pas à choisir. Il constate que la plupart des épées ici sont à 2 mains, et même celles qui doivent être tenues à une main sont trop grandes pour lui. Cependant, Sylvie trouve bientôt quelque chose de spécial pour lui. Au début, Arthur pense que c'est une tige coincée sous un bureau, mais en la sortant, il la trouve trop lourde pour être une simple tige de fer. Il comprend que c'est une épée, mais il ne peut pas la sortir de son fourreau normalement, alors il décide d'utiliser ses capacités d'augmenteur pour la dégainer. Alors qu'il canalise sa magie à travers l'épée, des mots étranges apparaissent devant ses yeux, puis il tire la magnifique épée qui semble être faite d'un cristal transparent. Arthur la trouve un peu lourde à manier correctement, mais elle est assez tranchante pour couper un tonneau en une seule attaque. Il remarque quelque chose de gravé sur la lame, mais il ne comprend pas le mot. Soudain, l'épée lui donne une décharge électrique, et il la laisse tomber, mais quand il la ramasse, elle est devenue beaucoup plus légère qu'avant. Arthur constate que même la longueur de l'épée a changé pour s'adapter à son petit corps, et maintenant il peut la manier assez facilement. Il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'une arme qui s'adapte à son utilisateur, quand soudain, Reynolds et Vincent viennent le chercher car il est resté trop longtemps dans l'armurerie. Arthur panique et leur demande d'attendre 1 minute, puis prend l'épée normale la plus proche qu'il peut trouver. Il dit à son père et à Vincent qu'il veut celle-ci, et Reynolds fait quelques mouvements de test pour donner son approbation. Vincent n'a aucun problème à ce qu'Arthur la prenne, mais il remarque alors la 2e épée à sa ceinture. Arthur panique mais se calme rapidement en expliquant qu'il a trouvé une tige solide et lourde qui sera parfaite pour s'entraîner. Vincent ne se souvient pas avoir quelque chose comme ça dans l'entrepôt, mais son assistant se rappelle qu'un vieil homme fou lui a jeté la tige lourde en disant qu'il n'y avait pas d'utilisateur approprié pour elle. Il dit qu'ils ont essayé de la montrer à de nombreux estimateurs, mais qu'ils n'ont rien pu en tirer, et demande s'ils devraient essayer avec quelqu'un de plus compétent. Arthur ne veut pas laisser partir l'épée, alors il fait immédiatement un numéro mignon pour convaincre Vincent de le laisser la prendre. Vincent est totalement séduit et dit à Arthur de prendre la tige car il ne comptait pas la vendre de toute façon. Et bien qu'Arthur soit heureux, Reynolds commence à suspecter que Vincent pourrait être un PDF-phile. Après cela, Arthur mène une vie normale avec sa famille, coche les choses sur sa liste de choses à faire tout en s'entraînant pour devenir aventurier. Bientôt, il fête ses 9 ans, et une petite fête d'anniversaire est organisée pour lui, et tout le monde lui apporte des cadeaux spéciaux pour l'aider dans son futur d'aventurier. Reynolds et Alice lui offrent un gant avec des pierres magiques contenant ses sorts de guérison pour qu'il puisse se soigner s'il est blessé. Vincent lui donne une bague, qui fonctionne comme un capteur qui s'activera si Arthur semble en danger, et Alice en sera alertée. Adam et son groupe lui ont acheté un parchemin sonore, avec lequel il peut envoyer des messages à la maison, et sa famille peut aussi lui répondre. Arthur remercie tout le monde pour leurs cadeaux et leur dit qu'il deviendra le meilleur aventurier qu'ils aient jamais vu, et Alice l'étreint en lui disant qu'il n'a pas besoin de devenir riche ou célèbre, car elle veut juste qu'il rentre à la maison sain et sauf. Plus tard dans la nuit, Arthur prépare son sac pour partir en voyage, pensant qu'il doit devenir plus fort que dans sa vie passée pour protéger sa famille et ses amis. Ensuite, il descend et trouve sa famille qui l'attend. Ils lui font des adieux émouvants et lui souhaitent bonne chance, et avec cela, Arthur est prêt à partir en voyage avec Jasmine. Jasmine emmène d'abord Arthur à la guilde des aventuriers pour s'y inscrire, et il porte un masque juste pour avoir les Reggie et aussi pour protéger son identité afin que la famille royale n'interfère pas dans sa vie. La réceptionniste les conduit au bureau du maître de guilde Caspian, qui accueille volontiers Jasmine car elle est bien plus qu'une aventurière de rang A. Caspian apprend qu'elle veut qu'Arthur passe l'examen d'évaluation de rang, et il dit que les gens doivent généralement passer d'autres tests d'abord. Il se rapproche alors de Jasmine, lui chuchotant à l'oreille que, puisqu'elle vient d'une famille noble et qu'il a de bonnes relations avec son père, il fera une exception pour elle et laissera son partenaire passer le test directement. Caspian se tourne ensuite vers Arthur et lui dit qu'il n'a pas besoin de donner son vrai nom pour s'inscrire à la guilde. Il lui demande comment l'appeler, et Arthur décide de choisir Note comme faux nom. Dès qu'il serre la main de Caspian, Arthur réalise qu'il est vraiment fort malgré son air de bottom. Sur ce, Caspian les conduit à l'arène de combat, qui sert également de site de test. Une jeune magicienne participe déjà au test là-bas, et elle obtient un rang C à cause de sa puissance explosive mais de son manque de capacité défensive.
Jasmine dit à Arthur que la fille doit avoir un bon potentiel car ce n'est pas facile d'obtenir le rang C à son âge. Ensuite, le candidat suivant se présente, l'intello ne combat même pas un examinateur et reçoit automatiquement le rang B, ce qui choque tout le monde. Arthur demande à Jasmine ce qui vient de se passer, et elle n'a pas non plus de réponse. Après cela, un garçon arrogant nommé Lucas s'avance, et il demande à l'examinateur de sauter le test pour lui et de lui donner aussi le rang A. L'examinateur dit qu'il est assez impressionnant car son noyau de mana est déjà au stade orange clair bien qu'il n'ait que 11 ans. Tout le monde est surpris, mais Arthur remarque alors que Lucas est en fait un elfe. Alors que le test commence, Lucas invoque immédiatement une bête de feu et l'envoie vers l'examinateur, qui la piège rapidement dans une pyramide de roches. Lucas grimpe rapidement au sommet de la pyramide et la frappe avec son bâton, créant un sort puissant qui fait pleuvoir des boules de feu sur l'arène, même pendant la phase de préparation. Cependant, il ne peut pas contrôler la boule de feu géante dans le ciel, et elle explose soudainement, menaçant toute l'arène. L'examinateur agit rapidement, soulevant un nuage de poussière pour sauver Lucas et annuler son attaque en même temps. Alors que la poussière et la fumée se dissipent, l'examinateur dit à Lucas qu'il a bien fait, mais il a encore de l'adrénaline dans les veines, et il l'attaque sans prévenir. Heureusement, Arthur bloque cette attaque en lançant son épée, ce qui met Lucas en colère. Il dit que l'examen devrait être recommencé car un tiers est intervenu, mais l'arbitre lui dit que c'était déjà terminé. L'examinateur principal dit alors à Lucas qu'il a beaucoup de puissance et de potentiel, mais comme il n'a pas de bon sens, elle ne lui donnera que le rang D. Le garçon elfe est abasourdi en entendant cela, et il dit à l'examinateur qu'il se plaindra à son père alors qu'elle l'emporte en utilisant la magie de la terre. Après cela, c'est au tour d'Arthur, et alors qu'il entre dans l'arène, une aura menaçante commence à se dégager de son corps. L'arbitre se met immédiatement en garde car il ne s'attendait pas à cela, mais Caspian lui dit de reculer car il va tester Arthur personnellement. L'arbitre dit à Caspian qu'un aventurier double rang A ne devrait pas tester des noobs, mais il répond qu'il a une relation spéciale avec Jasmine, donc il lui fait juste une faveur. Arthur prend une position alors que Caspian tire son épée. Il réalise qu'il affronte probablement la personne la plus forte de la ville, et ce sparring sera plus qu'un simple test d'évaluation. Cependant, cela l'excite encore plus, et il affronte Caspian pour montrer sa force. Arthur enflamme rapidement son épée et attaque Caspian, qui n'a pas beaucoup de mal à bloquer son attaque. Il commence à échanger des coups rapides, et Caspian remarque que les mouvements d'Arthur sont un peu lents, mais c'est parce qu'il a plus de compétences que son corps ne peut en gérer. Arthur trouve soudain une ouverture et essaie d'attaquer Caspian, mais il se place derrière lui et le force à reculer. Arthur utilise la magie du feu pour augmenter sa vitesse et l'attaquer ensuite, mais le chef de guilde utilise la magie du vent pour le repousser et lui dit d'arrêter d'être aussi présomptueux. Quoi qu'il en soit, Arthur devient un aventurier de rang B après l'examen et reçoit sa licence. Mais en même temps, les hauts responsables de la guilde acculent Caspian car plus de 2 enfants ont obtenu des licences de rang B en une seule journée. Caspian leur dit qu'il y a environ 6 mois, le pays a abrogé la loi qui interdisait aux elfes et aux nains de devenir aventuriers, et les 2 responsables comprennent ce qui se passe. La plupart des enfants qui ont obtenu le rang B ont du sang elfe ou nain, comme Lucas, qui est un demi-elfe d'une famille connue pour utiliser tous les moyens nécessaires pour produire de puissants mages. L'intello qui n'a même pas passé l'examen est en fait un humain, mais il a été élevé dans le royaume des nains et avait un soutien important, c'est pourquoi même Caspian n'a pas pu le tester. Les responsables s'inquiètent des conséquences possibles, mais le chevalier est curieux à propos d'Arthur. Caspian dit qu'il ne sait rien de lui, mais il est sûr qu'Arthur n'était ni un elfe ni un nain. Cependant, il est fort, et surtout, Jasmine, la fille de la famille la plus puissante d'utilisateurs de feu du royaume, le soutient. Caspian dit que la magie du feu d'Arthur est bonne, mais ses compétences à l'épée sont encore meilleures, et s'il continue à les entraîner, il deviendra un véritable aventurier fort. Pendant ce temps, Arthur réalise aussi qu'il a accordé trop de temps à la magie et qu'il devrait pratiquer davantage son escrime pour devenir plus fort. Alors qu'il sort de la guilde, il tombe soudain sur l'intello, Elia, qui commence immédiatement à lui donner des conseils, lui disant que c'était téméraire de sa part d'arrêter Lucas. Il ajoute qu'il l'aurait fait si Arthur ne l'avait pas fait. Juste à ce moment, Lucas leur demande de quoi il parle. Ni Arthur ni Elia n'ont d'intérêt pour lui, et Lucas est furieux car il pense être au moins aussi fort qu'eux. Arthur lui dit qu'un rang D comme lui devrait rester loin des aventuriers de rang B, et le furieux Lucas attrape son col. Cependant, comme tout le monde les regarde, il décide de laisser tomber. Après cela, Jasmine conduit Arthur à l'endroit où tous les aventuriers débutants commencent leur voyage. Cependant, elle sait qu'il n'y a rien qui vaille la peine pour Arthur ici et lui dit que leur véritable destination est assez loin. Elle commence à courir vers la destination, et Arthur a du mal à la suivre. Il est surpris que Jasmine puisse courir si vite, et c'est la 2e fois que quelqu'un le surprend aujourd'hui. Plus tôt lors du test, Arthur a légèrement sous-estimé Caspian, et il pense qu'il perd de son edge. Juste à ce moment, ils entendent des explosions venant de la forêt, et bientôt un sanglier blindé géant arrive là-bas. Tout le monde s'enfuit de peur,
mais quelques malheureux aventuriers deviennent un encas pour le monstre féroce. Jasmine dit à Arthur qu'il devrait courir car le sanglier est un monstre puissant qui ne se trouve pas dans cette région. À une petite distance du sanglier, il trouve un groupe de marchands blessés avec une cage cassée. Jasmine réalise qu'il transportait le sanglier quelque part, mais il doit s'être échappé. Soudain, le sanglier atteint leur position et charge vers eux. Arthur et Jasmine esquivent son attaque, mais il tire alors sa longue langue vers eux. Il l'esquive aussi, puis Jasmine charge vers lui, ne lui infligeant que des dégâts mineurs malgré ses tentatives. Le sanglier fonce soudain vers l'arbre qu'elle utilise comme support, et elle est obligée de sauter sans avoir le temps de se stabiliser. Arthur utilise la magie du vent pour l'atteindre rapidement et la sortir du danger. Pendant ce temps, le sanglier tourne son attention vers le groupe d'aventuriers blessés, et Jasmine intervient pour les sauver. Arthur veut l'aider, mais sa voix intérieure lui dit qu'il ne devrait pas être si pressé et faire les choses correctement. Arthur se calme, attendant la bonne opportunité. Juste au moment où le sanglier charge vers Jasmine sans faire attention à autre chose, Arthur se précipite en utilisant la magie du vent. Il enflamme son épée spéciale avec la magie du feu et la plante dans le sanglier, l'arrêtant net, puis déchaîne une série de coups puissants pour l'achever. Plus tard, alors que les aventuriers emportent le sanglier mort, Jasmine fait la leçon à Arthur, lui disant de montrer au moins plus de panique dans de telles situations, et il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal cette fois. La nuit, ils installent un feu de camp, et Jasmine révèle qu'elle est devenue aventurière pour fuir sa maison. Elle dit que sa famille a produit de grands mages du feu pendant des générations, et ils en sont très fiers. Elle a éveillé son noyau de mana avant tous ses frères et sœurs, et ses parents avaient de grands espoirs pour elle. Cependant, quand ils ont découvert qu'elle ne pouvait pas utiliser l'élément feu, ils l'ont traitée de honte et de bonne à rien, et cela lui a brisé le cœur. Arthur se met en colère pour elle, lui disant qu'aucun élément n'est meilleur qu'un autre, et que tout dépend de la façon dont on les utilise. Jasmine rit en le voyant s'énerver et dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il perdrait son sang-froid pour quelque chose comme ça. Arthur est embarrassé, mais la raison pour laquelle il s'est mis si en colère est que, dans sa vie passée, les gens l'ont aussi traité de bon à rien, mais il s'est entraîné dur pour surmonter cela. Jasmine lui dit alors qu'elle s'est aussi battue avec témérité comme il l'a fait aujourd'hui, mais cela lui a valu une bonne réprimande de ses coéquipiers. Elle a appris à faire plus confiance aux autres et à coopérer avec eux, et ils l'ont changée en une meilleure personne. Après cela, Jasmine s'endort, et Arthur reste éveillé pour monter la garde. Il commence à se demander s'il peut aussi changer. Il commence à penser à toutes les personnes dans sa vie qu'il veut protéger et jure qu'il changera autant qu'il peut pour les garder en sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo sur votre écran ensuite.